Yeah. Wake, run, tell 'em. Et yo, bienvenue sur votre chaîne NFL Week. On est parti pour la deuxième saison des interviews de nos joueurs des Paris Musketeers. Et pour cette première interview, eh bien, on a le premier joueur qui a été annoncé cette saison, le premier joueur à avoir signé avec les Paris Musketeers, Kevin Mwamba. Comment vas-tu, Kevin? Ça va et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis très content. Kevin qui nous accueille au siège des Diables Rouges de Villepinte, qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir pour cette interview. Kevin, comme c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble, je vais te demander de te présenter. Moi, c'est Kevin Mwamba, 32 ans. Ça fait quoi, 16 ans que je joue maintenant au football américain. Tight end aux Paris Musketeers, formé au Flash de la Courneuve et passé par d'autres équipes en JFL et en Allemagne aussi en ELF. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux me parler, Kevin, parce qu'on va vraiment retourner à l'époque de ton enfance? Mon enfance. T'as grandi où? Ah, j'ai grandi où? En vrai, j'ai grandi au début, je suis né dans le 18e. Okay. Donc j'ai grandi dans le 18e, essentiellement à Saint-Plon, pas loin de Marcadet, Poissonnier, à côté de la mairie du 18e, pour être plus précis. Puis après, j'ai déménagé dans le 18e, dans le 19e plutôt, excuse-moi. Et j'ai eu une petite période où j'ai vécu à Villeparisis. C'est la période où j'avais commencé le football américain. J'avais vécu à Villeparisis, dans le 77, pas loin de Mitry. C'était loin. Non, on n'est pas loin du 77 ici. Ouais, là, non, on n'est pas loin du tout, justement. J'habitais pas loin d'ici, d'ailleurs. Et du coup, après, je suis revenu vivre dans le 19e. Et puis voilà. Donc, c'est un peu je suis un mec du 18-19e. Voilà. Et quand tu as grandi, tu as une enfance plutôt tranquille ou tu étais un enfant turbulent, un gars qui faisait des conneries? Mélanger un peu avec les deux, mais pas des conneries comme on peut le penser. C'est des trucs bêtes. Rentrer tard, parfois se battre un peu à l'école, faire parler la mère alors qu'il n'y a pas besoin de la faire parler. Tu vois. Mais non, j'étais vraiment un enfant tranquille. J'ai grandi seul avec ma mère. Donc du coup, moi, c'était école, jouer dehors, aller au sport. Puis voilà. Des frères et sœurs? Oui, qui habitent en Angleterre. Oh ouais. Alors, il faut expliquer un peu là. Donc du coup, il faut expliquer, mon père, il a refait sa vie. D'accord, voilà. Ok, d'accord. Là, c'est des demi-frères, demi-sœurs. Demi-frères, demi-sœurs, ouais. Okay. Mais pour moi, on a le même père. Oui, donc, oui. Voilà, t'as compris, c'est la même chose. Mais ouais, donc ils sont en Angleterre. Et puis voilà, je suis plus aîné. Si, parce que je passais les vacances là-bas. Okay. Donc du coup, j'ai grandi avec eux. Et puis voilà, c'est moi l'aîné. Donc voilà, okay. Ma sœur, c'est la deuxième et mon petit frère, c'est le dernier. Et donc, du coup, l'anglais, tu as vite maîtrisé alors? L'anglais, je l'ai maîtrisé très jeune, par le biais de ma grand-mère. Okay. Parce que toute ma famille a immigré là-bas. Okay. Il n'y a que ma mère et un de ses frères qui sont restés ici. Et du coup, quand je partais en vacances là-bas, en gros, ma mère leur disait de ne pas me parler en français. Okay. Parce que s'ils me parlaient en français, ils ne mangeaient pas. Donc du coup… ouais, c'est radical hein, comme… T'inquiète pas, ils ont bien appliqué la consigne. Tu m'étonnes. Et ça m'a servi aujourd'hui, tu vois. Donc Dieu merci pour ça de la part de ma grand-mère. Et puis c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que c'est le problème, ça peut être le problème parfois pour certains joueurs de foot américains qui sont en France et qui veulent aller à l'étranger, par exemple aller jouer en Allemagne. Et bien, la barrière de la langue, elle est compliquée. Je sais que Stanley nous a dit au début, moi je ne parlais pas français, je suis allé en Allemagne, c'est mon pote qui a géré pour moi, etc. Toi, tu n'as pas eu ce problème-là, quoi? Non, j'ai pas eu ce problème-là. Et puis pour les équipes, ça les arrange, quoi. Les Français, on a une réputation de se dire qu'on n'est pas bon en anglais. Tu vois, on ne fait pas d'efforts. Donc du coup, si au moins ça a pu aider les équipes à croire que les Français peuvent aussi bien parler en anglais, tant mieux. Et du coup, quand tu as grandi, tu as commencé par quel sport? Quand j'ai grandi, j'ai commencé par le soccer et les arts martiaux. Donc j'ai fait du karaté et du soccer en même temps. Ensuite, après, à l'école, il y avait les AS. Ouais, donc j'avais commencé avec un peu de basket. J'avais fait AS athlétisme aussi, natation. Et puis après, j'ai fait basket. Basket, j'avais arrêté. Et ensuite, je m'étais blessé. Et quand je suis revenu au sport, j'ai choisi le football américain. D'accord. Et le basket, du coup, ça t'aide un petit peu pour le foot américain? Ça t'a aidé un peu pour le foot américain? Ça m'a aidé quand j'ai eu un coach, Samir Amoudi, qui lui avait fait il me parlait du Tracessim, en fait. C'était ma première année vraiment en tant que tight end. C'était J2.
Et il me parlait du tracé C, mais en fait, il m'a fait la comparaison avec le basket, quand tu prends un rebond par exemple. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup plus de transitions avec le basket et le football américain, notamment sur tu sais, la posture quand tu dois être bas, pour prendre ton rebond, ne serait-ce même que pour te défendre ou quoi que ce soit. Donc ça m'a beaucoup servi. Ouais. Ok, bon, ça c'est cool. En plus, tu dis que tu as été coaché par Kamil Hamoudi, mais on va y venir après. Et du coup, comment tu découvres le foot américain? Football américain, bah, si tu veux, j'avais fait, ah ouais, j'ai pas dit, j'avais fait du flag aussi à l'école primaire. Ok. En gros, et c'est comme ça en fait que je suis arrivé au Flash de la Courneuve. Parce que l'intervenant de l'école, c'était Julien Begos, qui était un joueur en Flash Elite. Et il faisait de l'activité flag dans mon école, donc après les cours, pour le flag. Il est resté, je crois, 2 ans. J'en avais fait avec lui. Et après ça, justement, j'ai fait plein d'autres sports. Et c'est quand je suis arrivé au lycée, on m'a parlé du Flash de la Courneuve. Et du coup, arrivé là-bas, je me suis dit, ah, je vais faire une recherche. Je suis parti sur Internet. La première tête que je vois, c'est Julien Begos, justement. Je vois sa tête, je me dis, bah parfait. Je vais aller, c'était à côté de chez moi. Je dis, bah parfait. J'en ai parlé à ma mère. Et ma mère, en gros, elle m'a dit, si tu choisis ce sport-là, tu ne changes plus, en fait. C'est ce sport-là et rien d'autre. J'ai dit, ok. Bah, j'ai fait trop de sport. Ça coûtait de l'argent quand même. Ouais, oui. Ça coûtait des sous. Bah ouais, donc du coup, elle m'a dit, là, tu arrives à un âge où je pense qu'il faut que tu te fixes sur un sport. Et je me suis fixé sur le football américain et puis voilà. D'accord, ok. Donc, en gros, c'est le flag à l'école. Mais tu sais que moi je suis prof. Hein. Et je kifferais pouvoir introduire le flag en milieu scolaire, tu vois, dans mon école, que ce soit dans la S ou avoir un petit club flag, je ne sais pas, le mercredi après-midi ou après les cours. Mais c'est compliqué à mettre en place, tu vois. C'est déjà pas très connu. Et puis, on est dans un pays, malheureusement, de rugby. C'est vrai. Enfin, malheureusement. Mais En tout cas, après, pour nous, fans de foot US, malheureusement. en réalité, avec les Jeux Olympiques, je pense que ça va changer ça. Ça va beaucoup plus aider justement à incorporer le flag dans les écoles. Et je pense que ceux qui travaillent dans le milieu scolaire comme toi, ou même les clubs, il faudrait qu'ils commencent justement à appuyer sur ça et pousser pour pouvoir faire au moins des initiations dans les écoles. Ce qui amènera après les élèves, s'ils veulent faire du flag en dehors, d'aller justement dans les clubs en question. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, ça fait 2 ans que je bassine mes collègues de PS de dire hey, allez-y les gars, flag. Ils font du flag rugby ou du je sais pas quoi, du rugby touch. Vas-y, prenez, c'est les mêmes flags. Prenez un ballon de foot US à la place, tu vois. Mais c'est compliqué parce que eux, ils sont pas spécialistes du sport. Donc du coup, en fait, la seule personne qui connaît le foot US et le flag dans l'établissement, c'est moi. Donc c'est un peu compliqué si tu veux à ce niveau-là et trouver des intervenants dans le Loiret. Voilà. Quand on n'est pas en région parisienne, je pense que c'est plus facile à développer. Mais une fois que tu es en province, voilà, ça commence à être un peu compliqué. C'est vrai. J'ai vu que tu as commencé quarterback. Ouais. Explique-moi ça, t'es arrivé, tu dis moi je vais Tom Brady, moi les gars. Déjà, mon joueur préféré, c'est Tom Brady. Okay. Et du coup, donc pourquoi j'avais commencé ça avec le numéro 12. Okay. Et du coup, moi j'aimais bien. Mais après, ça a été de courte durée. Parce qu'en fait, j'ai fait QB jusqu'à J1. J1, milieu de saison, après le break, j'ai demandé à passer tight end. Et en fait, je voulais passer tight end déjà quand j'avais commencé. Puisqu'on avait fait un exercice, en gros, c'était une sorte de montée et descente sur les high bags. Et on devait juste pousser son adversaire en dehors du bags. Et j'avais fini par gagner, en fait, c'est un contrat-là. Et je me suis dit, je kiffe, moi, bloquer. J'aime bien le contact, la violence, vas-y. Et puis moi, j'étais le genre de QB, en vrai. Je lançais des ballons, tu vois, mais je comprenais ce qu'on me demandait et tout. Mais je courais beaucoup aussi. Et je courais parce que mon coach, il me laissait courir parce que je ne perdais pas de yards. J'allais toujours vers l'avant. Mais j'aimais bien le contact. Donc du coup, arrivé J1, quand on arrive au milieu, le premier coach, Fouad Adir, il ne voulait pas à la base. Il m'a dit non. J'ai dit OK. Et puis Laurent Marceline qui avait pris le relais, je lui avais demandé est-ce que je peux passer tight end et tout. Il m'a dit ouais, pourquoi pas. Je suis passé, ça m'a plu. Et puis voilà, après au début, c'était pas non plus comme aujourd'hui. Hein. Mais il y avait des bases. Donc du coup, je me suis dit vas-y, je vais continuer. Mais c'est un truc de ouf parce qu'en vrai, en général, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, les gars, ils disent « Ouais, moi, je veux être QB. Et puis, à bout d'un moment, on leur dit hey, « ça serait bien que tu changes de position. Parce que, tu vois, ça le fait pas. Tu vois. Toi, c'est l'inverse. Toi qui as dit « Ouais, en fait, QB, c'est rincé. Mettez-moi autre part. » En fait, c'était même pas que c'était rincé. J'aimais bien
Mais ça me manquait un peu plus de contact, en fait, tu vois. Moi, c'est un sport de collision. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai envie de me la foutre avec les autres aussi, tu vois. Et c'était bien. Et je te dis, vraiment, l'élément déclencheur, c'était l'exercice en question. Ah ouais. Ouais, et j'ai vraiment kiffé. J'avais kiffé de fou. Et après, l'année où j'étais passé tight end, à la fin, Nicolas Simoneau, il voulait que je revienne en QB parce qu'il avait quelque chose de prévu. Et puis moi, j'ai dit, en vrai, non, j'ai envie de rester tight end, tu vois. Il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, mais de toute façon, t'es nul, pourquoi tu veux rester tight end? J'ai dit, ah ouais? J'ai déjà dit, ok, on va voir. Et je lui en avais parlé il y a quelques années de ça et il m'a fait comprendre que peut-être qu'il avait fait exprès aussi, tu vois. Mais en soi, j'aurais pu avoir l'opportunité de repartir en QB, mais en vrai, non, j'aimais beaucoup trop tight end. Ouais. Et surtout que ça demande beaucoup de qualité, en fait, tu vois. Et moi, tu fais quasiment tout. Tu bloques, que ce soit à la passe ou à la course, tu catches des ballons, tu vois, tu peux avoir des screens. C'est une position quand même qui demande beaucoup de choses, tu vois. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est justement une position qui n'est pas si facile que ça, tu vois, parce que justement, tu as beaucoup de choses à savoir, pour le coup. C'est ça. Moins que le QB, forcément, mais... Ah, je sais pas, hein. Ah QB, ouais ils ont beaucoup de choses à savoir quand même. C'est ça. QB, quand t'es QB, il faut que tu sois alerte ça. du front, les blitz, les couvertures, C'est ça, justement. les tendances. C'est ça, je dis, tu as moins de choses à savoir que le QB en fait, Ah tight end, oui, tu ouais, vois. ouais. Mais tu as quand même pas mal de choses à savoir par rapport au joueur qui joue X, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Donc, en fait, tu deviens tight end, tu aimes le contact. Tu vois, ça, c'est là que toi et moi, on est complètement différents, tu vois. Moi, c'est pour ça que moi, j'ai jamais fait de... Moi, je te le dis, hein, j'ai jamais fait de foot US. Parce que je veux pas le contact. Je le fuis, tu vois. Moi, c'est pour ça que le flag, ça m'allait bien, tu vois. Parce que je veux pas le contact. Et c'est pour ça que, respect les gars, encore une fois, hein, à chaque interview, je le dis. Parce que ce que vous faites, je serais incapable de le faire, même au niveau, même en Détroit. Hein. Moi, je n'irais pas jouer en Détroit, aller plaquer qui que ce soit au mois de janvier ou février, tu vois. Quand il fait froid, les terrains, voilà, ils sont ce qu'ils sont. En plus, en France, voilà, on n'a pas des beaux terrains. Donc, tu vois, c'est compliqué. Et toi, tu me dis, non, au contraire, oh, aller dans la boue, plaquer les gars, machin, oh, ça me va. Pourquoi pas, hein, chacun son truc. Mais toi et moi, à ce niveau-là, on est complètement différents. De ouf. Et donc, du coup, tu arrives au Flash, tu arrives en même temps que Mamadou-Sy? Oui, on est arrivé la même année. Mamadou-Sy, Dooms, il y a plein d'autres gars, Jason Aguemon. Il y avait qui d'autre encore qui peut-être qui joue encore? Ah, il jouait pas encore, mais il y avait Emeric Detlo, qui était QB aussi en équipe de France. Il y avait une génération qui arrivait, même d'autres gars qui jouent plus aujourd'hui. Hein. Salia, Karo Njai, plein de joueurs. Et c'est une génération qui est arrivée, je pense, au bon moment en vrai. Enfin, comme tu sais, dans chaque club, il y a toujours une génération, mais je pense que cette génération-là, elle était vraiment La génération dorée. intéressante. Je dirais pas dorée. Si les gens disent dorée, tant mieux. Mais c'est ce qui se dit, hein. Mais nous, à l'époque, on se disait la génération des miracles. Tu vois, un peu comme Kuruko no basket. Comme dans le manga, tu vois. C'est parce que on était une génération qui ressemblait beaucoup à une autre génération du passé, tu vois. Mais c'est pas une génération que tu vois tout le temps. Et du coup, on a commencé tous ensemble, quoi. Et ben ouais, l'animal, c'était le mec qui était en face de moi à la pratique. Ah ouais? Voilà, quoi. Moi, tu sais, quand tu t'entraînes contre des bons joueurs comme ça, quand tu arrives contre d'autres équipes, tu te dis, trop facile. franchement, vous allez rien faire. Comparé à ce que j'ai à l'entraînement, ça va être du gâteau, tu vois. Ouais. Ben ouais, non, on a commencé ensemble. Ouais. Et est-ce que tu peux justement me parler de ton parcours du Flash? En fait, vous avez tout gagné, en fait, cette génération-là. Alors, tout gagner, malheureusement, non, parce que, enfin, moi, cadet, quand j'étais arrivé, c'était ma dernière année en cadet. On arrive en finale avec 0 défaite. On perd contre les Dauphins de Nice, qui est un point très important. Ensuite, en J1, on arrive, on perd contre les Caïmans, premier tour de play-off ou deuxième tour, si je ne dis pas de bêtises. Et là, je me rappellerai toujours parce que je me suis fait déboîter, couper, genre un en haut, un en bas, out pour le match. Et en vrai, c'est là où je me suis dit, où c'est là où il fallait que je commence un peu à travailler sur mon mental. C'est-à-dire que je commence à faire la différence entre avoir mal et être blessé. Donc arrivé en J2, pareil, on perd contre les Cougars, je crois, en demi. J'aurais une anecdote intéressante sur ce match-là. Parce que pareil, c'est le même principe pour ce que je t'ai dit avant. Ça, la mentalité, ça a dû travailler. Et cette année-là, j'avais été surclassé en élite. Et c'est là où j'ai gagné mon titre en 2011 avec l'élite contre les Centaures à Charletti. J'ai même marqué un TD, franchement, j'en rappellerai toujours. Et c'était pas facile, hein, parce que tu sais, tu arrives en J2, j'avais pas le même gap qu'aujourd'hui, tu vois. Et tu arrives, tu vas jouer avec des gars que tu as regardé des tribunes.
Et les entraînements, c'était pas les mêmes qu'en junior. Et il y avait le coach Cam Olson qui voulait justement que je joue avec eux aussi. Et du coup, ça s'est bien passé. Donc l'année d'après, en junior, invaincu. Et on arrive en finale contre les Dauphins de Nice. Et cette année-là, Nicolas Simoneau, en gros, il a un peu anticipé le fait qu'il y avait, dans cette équipe-là, il y avait beaucoup de la génération qui avait perdu en cadet contre eux. Et il avait sorti une phrase, il avait dit « Ouais, ne me parlez pas du passé. En gros, vous avez grandi, maintenant vous les dosez. » tu vois. Score final 66-6. La même équipe? Ah ouais. Les mêmes gars en face? Il y avait des gars qui avaient décidé de jouer avec l'élite, tu vois. Mais chacun ses problèmes, j'ai envie de dire. Mais en soi, ouais, 66-6. Mais on les a... Cette année-là, elle était vraiment dominante parce que tu avais plein de mecs qui venaient de l'équipe, qui revenaient de l'équipe de France, justement, quand on était parti à Séville pour la Coupe d'Europe. Moi, le fait d'avoir joué avec l'élite l'année d'avant, mentalement, ça m'a un peu changé. Enfin, pas un peu, mais ça m'a changé. Donc, du coup, j'avais une autre approche. J'étais beaucoup plus difficile envers moi. Nicolas Simoneau, qui lui revenait de ses camps d'été quand il partait aux États-Unis pour justement revenir et nous redonner ce qu'il a appris là-bas. En vrai, on avait tout pour dominer et gagner, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait. On était une équipe junior qui s'entraînait 3 fois par semaine, tu vois. Et encore, on s'entraîne aussi en dehors entre nous, les gars. Donc, limite, on était tous les jours au stade. Donc, du coup, non, cette année-là, tu ne pouvais pas nous battre. En fait. Ouais, tu ne pouvais pas nous battre. Et puis, ça se rajoutait avec des juniors pro-année comme Anthony Maungu, il y avait Dramé Minidou et plein d'autres gars, tu vois, qui ont arrêté aujourd'hui. Mais on était vraiment là, c'était l'année vraiment, on disait Génération Miracle, vraiment l'année où on va tout rafler, quoi. Ouais. Et tu me dis que tu marques en finale d'élite? Ouais. Alors déjà, tu es surclassé. À l'époque, Mamadou l'animal, il m'a dit il n'y avait pas de surclassement au Flash à l'époque. Il n'y en avait pas, ouais. Et toi, tu étais le seul, genre. J'étais le seul, mais les gens n'étaient pas d'accord. Et je comprenais les raisons, mais en soi, pour ma part, moi, je suis content que ça soit arrivé parce que ça m'a permis de jouer à un autre niveau, en fait. Tu vois, je me dis que si ça arrivait, c'est qu'il y avait une raison. Et j'ai joué contre des mecs qui aujourd'hui sont même mes bêtes d'amis. Arnaud Mboucha, quand il était au Spartiate. Il y avait Paul Durand aussi qui était là-bas. Alex Marquignon, qui était un joueur qui est parti par la suite ensuite en NCAA. Tu vois, donc du coup, moi, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Et tu sais, jouer au foot US contre des mecs qui sont plus vieux que toi, ça te change. Tu vois plus les choses de la même manière. C'est-à-dire, quand tu vas jouer contre des juniors, tu vas te dire j'ai joué contre les mecs à l'entraînement d'élite, tu sais, c'est pas toi qui vas. C'est clair. Même si tu vas me mettre un coup, en vrai, ça va rien net comparé. Mais tu jouais contre des mecs de 20 ans et jouer contre des darons, entre guillemets. Là, on a 30 ans tous les deux, tu vois. Mais 30 ans, c'est pas la même, tu vois. Non, c'est pas la même. Mais par contre, là où ça m'a beaucoup apporté, c'est surtout de voir la mentalité réelle du Flash, tu vois. D'être avec des anciens qui étaient, certains qui ont arrêté, d'autres qui ont continué, des Bam Bam, Laurent Polinéaire, Babas, Sébastien Ménard, tu vois, je t'en cite encore des Massiga qui étaient en défense, des Samir Amoudi qui était mon coach et je me retrouve à jouer contre lui à l'entraînement, Laurent Marceline, Pat Cancel, et la liste elle est encore longue, tu vois, et juste le fait de pouvoir jouer avec eux, d'être à l'entraînement, discuter avec eux, tu sais, c'est pas une passation de pouvoir, mais ils ont pu au moins me transmettre en fait une partie de l'histoire du club. Et du coup, moi, mentalement, c'est resté, tu vois. Donc du coup, ça m'a permis juste de rajouter un truc à mon jeu et à ma mentalité et de passer un cap. En fait, quand tu as joué avec ces mecs-là, la mentalité du club, c'est comme s'il y avait une transmission de flambeau et tu t'es dit, maintenant, je suis le gardien, je suis un peu aussi pour les gars avec qui je vais jouer après, les générations à venir, ou les mecs qui vont venir de junior et de cadet, tu vas être aussi un petit peu le garant de tout ça? Pas du tout, pas gardien, loin, pas gardien du tout, non, mais j'ai cette chance-là de jouer avec ces gens-là. En fait, c'est plus pour me dire ça, c'est-à-dire que les gars, l'Animal, Dooms, Johan Boireau, plein d'autres mecs, ils auraient pu jouer avec moi, ils avaient le niveau, tu vois. Mais je suis celui qui a eu la chance de pouvoir jouer avec eux. Donc en fait, tout ce qu'ils m'ont transmis, en soi, je ne dis pas que je le transmets aussi aux autres gars quand je vais revenir en junior, non. Mais je me dis que ça m'aide et que si le changement se voit, bah, ça va aussi changer chez les autres. Ah ok, ouais, tu vas juste ça, tu vois. en mode exemple, quoi, tu vois.
Ouais, exemple, Mais oui et sans, non. sans mais- être non plus vocal, Ouais, mais dans ton attitude et dans ta c'est façon de ça. Parce travailler. que moi, tu là-bas, vois. je suis pas un mec vocal. Ouais. Genre, j'aime pas trop parler, en fait. Mm. Je parle seulement quand il y a vraiment besoin. Mais en soi, je suis plus un mec, je montre l'exemple sur le terrain, tu vois. Parce que tu peux parler. Si les mecs, ils veulent pas t'écouter, ils t'écoutent pas. Mais ils t'écouteront plus si toi, tu fais des actions, en fait, qui vont avec tes gestes, qui vont avec tes mots. Donc, du coup, je me suis dit, il vaut mieux d'abord l'action que la parole. C'est ça, ok. Et donc, du coup, toutes ces années au Flash, tu gagnes le titre, tu marques ton TD. Est-ce que tu peux te souvenir de l'action? Ouais, fort. C'était quoi le jeu? Fort. C'était, je crois que c'était 4 verticales. Et je me rappelle, les Centaures, ils avaient deux safety. Et le backer, en fait, je savais que ça allait être certainement de la 2-man. Et avec le QB, on avait capté, tu vois. Le QB, c'était Lalmo Evao, Oregon State. Ah, c'était un sacré bon QB. Et en gros, snap, je release, je dépasse mon backer, je tourne la tête immédiatement. Il reste à 2 safety. Et en fait, moi, c'était tight end, donc nous, on avait la règle, le tight end, il bend son tracé. Dès que je bench, catch le ballon, personne autour de moi, ligne droite. Et ta release, forcément, ta release externe alors. Release externe, ouais. Et en fait, tu as pas. Ok. Et donc, en fait, le safety, il est resté sur la verticale du Ils étaient receveur. deux, en fait. Ouais, Il y avait c'est 2 ça. safety. Donc Et en les fait, deux, en ils plein sont restés. milieu, tu n'avais Ouais. rien. Et en fait, quand c'est open au milieu, ben, c'est pour le Y. À l'époque, en tout cas, c'était la règle qu'ils nous avait mis. Open au milieu, je dépassais le backer, catch, plus personne. Plus derrière. personne. Et c'était Ouais. combien? Tu te souviens à peu près la distance? 56 yards. Ouais, je me rappelle très bien. 56 yards. Oh, ouais, t'avais les cannes, hein? Ah, je les ai toujours. Les gens pensaient que je l'ai pas. Tu vois. Les gens pensaient que je l'ai pas. C'est juste que j'ai pas l'opportunité de le montrer tout le temps. Mais j'ai toujours les cannes. Tu sais, ça, c'est une remarque que j'ai toujours entendue. Genre, on me dit, hey, tu cours quand même pour ton gars. Ouais, tu penses quoi? On fait comme on peut. Ah ouais, parce que bon, tu me dis 2 man, 56 yards, c'est-à-dire que les mecs, ils étaient vraiment après. T'avais que du Ah, verre devant toi. après, les mecs, ils étaient là, mais Il y ils avait n'ont que pas du... rattrapé. Ouais, il y avait que Et du du verre coup, devant toi. Ouais. Et vraiment, je te dis, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ouais. C'est cool, c'est cool. Après, du coup, toutes ces années-là, tu arrives en équipe de France. Alors, je suis arrivé en équipe de France U19, dernière année aussi, après la saison élite. Et ensuite, j'ai eu une année où je ne suis pas allé aux compétitions parce que, pour les études. En gros, j'avais raté mon examen et du coup, je devais passer en rattrapage, donc c'était mort. Et puis, je suis vraiment revenu 2014-2015 quand Izumé, qui était coach au Flash de la Courneuve, a pris la tête de l'équipe de France. Et c'est là où je suis resté en équipe de France. Ouais. Au début, un peu compliqué parce que je ne startais pas. Le mec qui était devant moi était meilleur que moi en bloc. Parce qu'en bloc, j'étais bien, mais arrivé à un moment donné, c'était bof. Je faisais même tailler par mon head coach au Flash par rapport à ça, tu vois. Parce qu'en gros, il me disait, je comprends pas pourquoi tu ne startes pas. Et en fait, après la Coupe du Monde, donc on a fait la Coupe du Monde 2015 à Canton, Ohio, à côté du Hall of Fame. Après cette compétition-là, j'ai parlé à Izumé. Sa chambre, elle était en face de la mienne. Et je lui ai dit, ouais, en gros, quelle est la différence entre moi et le starter, tu vois. Et il m'a dit, en fait, il pousse plus que toi. J'ai dit, ok. Et je me suis concentré sur ça. Et puis, je suis revenu après. J'ai gagné ma place de starter. L'autre a été déplacé, Robin Sebé au passage, qui est très bon joueur aussi, qui a joué en GFL. On l'a passé en fullback. Et du coup, c'était une meilleure combinaison pour l'équipe, quoi, en soi. Parce qu'on pouvait même faire double tight avec lui. Donc en fait, on avait 2 jeux différents. Lui, c'était plus un bloqueur, mais il avait des mains, tu vois. Et moi, j'étais un bon mixte des deux, bon hybride. Donc du coup, en soi, quand on était tous les deux sur le terrain, c'était avantageux pour nous tous, tu vois. Donc ouais, il y a eu ça, donc starter. Donc après, il y a eu le match, je crois, il y a un match que j'ai pas fait avec le DF par rapport au travail. Et ensuite, après, on a eu les World Games 2017, où on bat l'Allemagne. Et Coupe d'Europe 2018 en Finlande, où on bat l'Autriche. Et les mêmes années-là, on a gagné titre élite au Flash. Contre l'Autriche, c'est ce match-là où Jason, il marque... Sans te dire. J'ai vu une interview qu'il avait fait, Jason, parce que j'aimerais bien interviewer d'ailleurs Jason, si tu vois la vidéo. Il racontait, je ne sais plus dans quelle interview qu'il avait faite, qu'en gros, les Autrichiens vous prenaient de haut ce jour-là et tout. Ouais, comme l'Allemagne aussi en 2017. Et en réalité, moi, ça me faisait rire parce que physiquement, genre, tu sais, c'est des mecs plus d'1m90, c'est des mecs qui poussent, on les connaît. C'est des mecs qui sont disciplinés, etc.
Mais à partir d'un moment, quand on te tape dans la bouche, mon gars, c'est plus la même chose. Tu vois. C'est C'est clair. pas pareil. Et du coup, ouais, ils nous prenaient de haut et ça a été une motivation. Et le score, il a été en vrai sans appel, tu vois. Donc on les a bien bottés. L'Allemagne, c'était un peu plus serré, il y avait la pluie, mais pareil, on a dominé notre match. La défense était là, pareil contre l'Autriche. Et en soi, voilà, et les objectifs que Izumé il avait pour l'équipe de France, ils ont largement été atteints. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais revenir sur l'équipe de France, mais avant, tu m'as parlé des caractéristiques du tight end. Ouais, tu avais ton coéquipier, comment il s'appelle? Robin Sebé. Robin Sebé, qui lui était un bon bloqueur. Toi, tu étais un peu mixte des deux. Pour toi, c'est quoi vraiment le parfait tight end? Si je dois donner un exemple NFL, George Kittle ou Bowers, qui vient Ok, d'arriver, ouais, qui vient le d'arriver, rookie. Pour moi, tight end, c'est pas juste un mec qui catch des ballons tel un receveur, tu vois. Il faut être aussi capable de catcher dans le trafic déjà de 1, capable de prendre les coups, mais c'est surtout un bloqueur aussi. C'est ça qui va être encore plus difficile pour qu'une défense puisse bien défendre en fait s'il y a un tight end qui est complet. Ouais. C'est-à-dire que dans le sens où si c'est une play action, tu sais pas si le mec il va rester sur la protection de passe ou bien s'il va sortir. Sur les blocs, c'est relou parce que du coup, ça fait un 6e homme de ligne. Tu vois, et si tu en as un autre qui est aussi bon, bah pareil, ça fait 7 hommes de ligne. Ça devient compliqué, à défendre. En plus, si tu as deux bons tight ends, pour la défense, tu ne peux pas savoir forcément lequel va partir en tracé ou pas. Tu sais pas, non. Et donc là, ça te met comme nos Patriots, parce que bon, Ouais. voilà. À l'époque, bon, RIP à Ronnie Hernandez, hein, bon, c'était un tueur en série, mais quand tu es sur le terrain, c'était un excellent tight end et tu avais deux tight ends, à chaque fois lui et Gronkowski, et tu pouvais pas forcément savoir Ben qui non. allait partir en Et tracé les deux ou étaient pas. bons en bloc, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'est ça, être un bon tight end, c'est vraiment être le plus complet possible. Après, parfois, ça peut pas jouer en ta faveur parce que si tu es vraiment bon en bloc, on risque de t'utiliser que pour ça, tu vois. Mais un bon tight end, pour moi, c'est ça. Et c'est un casse-tête pour les corps défensifs. Parce qu'il faut qu'ils fassent attention à toi. Et du coup, si tu es bon comme ça, ben, ça ouvre un autre de tes potes. C'est ça, clairement. Alors, là, tu m'as parlé de l'équipe de France, c'était vraiment l'âge d'or de l'équipe de France, limite un World Game, championnat d'Europe, etc. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée, on va se mentir, en 2025. Là, les derniers matchs de l'équipe de France, ben, ça n'a pas été ça. 2 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Là, je crois qu'il y a carrément plus d'équipe de France, c'est ce que j'ai entendu. Alors ça, j'en ai aucune idée. Depuis que moi j'ai arrêté l'équipe de France, je suis un peu de loin, mais pas de près. Et la situation en est là parce que avant on payait pas pour se déplacer. Et après 2018, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place. Donc du coup, ça a joué un peu sur les joueurs qui sont là, qui sont présents. Donc du coup, c'est plus du tout la même chose. Tu te retrouves pas forcément avec la même qualité. Je dis pas que ceux qui sont là, ils sont pas bons, mais c'est pas la même qualité. Donc du coup, c'est différent. Et puis après, aujourd'hui, on est dans un monde aussi où l'argent, ça, ça commence à devenir un souci. Donc du coup, maintenant, quand tu pars en équipe de France, donc en plus de ça, tu dois payer ton logement, ton déplacement. À un moment donné, tu peux pas... Sachant qu'il y a d'excellents joueurs. Là, on est à Paris, donc ça va encore, hein, le déplacement pour aller à Paris. Si tu dois jouer, il y a des mecs qui viennent du Sud. Tu sors de Nice ou de je ne sais pas où, d'Aix-en-Provence, et que tu dois monter à Paris. Et ensuite, une fois que tu es à Paris, tu dois monter, aller jouer, je sais pas, en Autriche, en Allemagne, etc. C'est compliqué. Et après, l'autre chose aussi, c'est que c'est compliqué, mais peut-être que, et je me mets dedans aussi, hein, peut-être que les derniers joueurs de la campagne 2018, peut-être qu'on aurait pu faire l'effort de rester un peu plus, faire en sorte que, mais après, il faut que la Fédé suive derrière. Tu vois, par exemple, le fait qu'on ait gagné la première médaille d'or en 2017 pour l'équipe senior de l'équipe de France, est-ce qu'il y a eu des actions mises en place par la Fédé, peut-être par avoir des subventions et justement pas avoir que les joueurs payent leurs déplacements et tout. Pareil après 2018. Et si ça a été fait et qu'ils n'ont pas eu de réponse positive, bon, c'est dommage, tu vois. Mais maintenant, si ça n'a pas été fait, peut-être qu'on a manqué le coche, mais maintenant c'est passé. Maintenant, il faut juste trouver une solution. Il faudrait avoir peut-être construire un coaching staff solide. Et ensuite, par la suite, peut-être que ça suivra aussi, tu vois. Ça joue beaucoup aussi, donc faut voir. D'accord. Bon, on va revenir au Flash. Ça, c'est tes années Flash, hein, parce qu'on est encore dans les années équipe de France Flash. Est-ce que tu as une anecdote marrante, l'anecdote la plus marrante sur tes années au Flash de la Courneuve?
Ouais, enfin, elle est marrante. Bah, l'année où on perd contre les Cougars en demi-finale en junior, en fait, j'avais catché, c'était un shallow, je catch, et là, personne, je vois que du vert. Donc j'accélère, et arrivé à 5 yards, j'ai une crampe. J'ai une crampe, je m'écroule. Et puis là, genre, je sors et tout. Et Nicolas Simonet, il m'a pas lâché avec ça. De toute la off-season, il m'a pas lâché avec ça. Et c'est là où je te dis, en fait, c'est que mentalement, j'ai rajouté encore, j'ai passé encore un cap. C'est-à-dire que je me suis dit, je peux pas me permettre d'avoir une crampe à 5 heures de Genre, tu t'es m'arrêter. arrêté net. Je me suis arrêté. J'ai pas de vidéo malheureusement, mais je peux Oh, te dire qu'il y a plein de gens qui s'il y a vont s'en quelqu'un rappeler. qui a une vidéo de ça, les gars, envoyez-moi cette vidéo. Moi, je suis sûr que faut la personne mettre ne sur l'a. faut la mettre sur les Mais réseaux. crampe, je m'arrête au 5 yards. Et Nicolas, il m'en a parlé longtemps, coach Simoneau. Hein. Il m'a dit, tiens, tu peux pas te permettre d'avoir des crampes à 5 yards. Et on a bossé. Et depuis, ben, tu vois, c'est pareil. Faire la différence entre avoir mal et être blessé et essayer de passer. Sur le moment, tu es à 5 yards, tu peux pas te permettre Ouais, de mais dire une que crampe, tu c'est t'arrêtes. chaud quand même. Hein. C'est chaud, certes, mais tu peux pas te permettre. Ouais. Vous Il avez y a un marqué quand truc même qui est en derrière. place. Ouais. Je pense, mais je suis pas sûr. Je me rappelle plus de la fin parce que je sais Imagine, qu'on il y a perdu le fumble, match. il y a TD Dans tous les derrière. cas, on a perdu le match à ce moment-là et je suis même pas sûr qu'on ait marqué derrière justement. Et c'est pour ça que ça m'avait encore plus vénère. Mais je pense qu'on a marqué. S'il y a quelqu'un qui était là, Je pense qu'on a marqué, mais je suis pas sûr. on vérifiera cette anecdote-là. Ouais. Parce que là, quand même. Non, t'as même pas. Tu peux demander aux joueurs qui étaient là. T'inquiète, on va te le dire. Alors, du coup, on reprend le sérieux là. Donc là, tu arrives, tu fais des saisons extraordinaires au Flash, vous gagnez beaucoup de matchs. L'équipe de France, ça se passe super bien. Du coup, tu es contacté pour aller en Allemagne. Comment déjà le contact il s'établit pour aller en GFL? Ben, c'est parce que déjà, je travaillais plus. J'avais arrêté de travailler au Cheuflin. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas partir en GFL alors, j'ai toujours voulu y aller. Je me suis dit, ça pourrait être un bon moyen de voir si j'ai le niveau que je pense avoir. Et j'ai été contacté par Emmanuel Lewis, Ilou, avec qui j'avais travaillé sur les camps, ça s'appelait Europe Elite à l'époque. C'était des camps de jeunes qui étaient organisés en Autriche et tout. Et du coup, il m'a contacté parce qu'il il était embauché là-bas en tant que aussi. Et ben, c'est comme ça que ça s'est fait, Ingolstadt. C'était une bonne expérience de courte durée, puisqu'au bout de 2 mois, j'ai dû repartir en France pour des raisons familiales. Donc, du coup, j'étais reparti et j'avais été recontacté plus tard à la pause au break d'août, là, août ou juillet. J'ai été contacté par Potsdam. Et Potsdam, c'était l'équipe contre qui on avait joué en pré-saison. Et moi, je m'étais dit, en vrai, parce qu'Ingolstadt, c'était pas non plus ouf, tu vois. Mais je m'étais dit, en vrai, là, si je fais un pré-saison par pré-saison, je joue comme si c'était un match, n'importe où, voilà. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment bien performé. Je crois que j'avais même marqué un TD contre eux. Du coup, eux, quand ils ont vu que j'étais relâché, ils m'ont dit, bah, vas-y, est-ce que ça t'intéresserait de jouer pour nous, etc. En termes de salaire, c'était même mieux. Ce qu'ils me proposaient, c'était bien, c'était propre. Je dis ouais, pourquoi pas. Et puis je suis parti là-bas, manque de peau. J'arrive là-bas, on me dit tous les QB blessés. Au moment où j'arrive, le QB qui était là, il voulait se tailler. Il était out, commotion. Le backup QB, il revient et on se retrouve à jouer avec un membre du staff, mais qui était joueur avant, mais qui ne lançait pas non plus très loin. Donc du coup, moi je me suis dit, bah, vas-y, parfait, ça va me permettre de voir mes qualités de bloqueur, tu vois. Et en fait, ça m'a fait grave progresser de ouf. Et du coup, ben, j'ai joué avec mes coéquipiers que Dustin Hitchlenko, qui était un grand backer autrichien qui vient des Vienna Vikings, j'avais joué avec lui. Kyle Kitchen, qui était aussi là-bas, j'ai joué avec lui. Francis, j'ai oublié son nom de famille, mais un mec, un D-line, qui qui a été en NFL, qui était à Georgia Tech. Gennady Adams, tu connais. Yannick Kiel aussi. Bill, qui était un O-line américain avec qui j'ai joué aussi. Et franchement, c'était une bonne expérience, c'était une sacrée bonne saison, tu vois. Bon, on n'a pas eu de QB malheureusement, mais en vrai, moi, j'ai kiffé, tu vois. Et
c'est là-bas où je me suis rendu compte que on me connaissait en soi. On savait quel style de joueur en tout cas j'étais. Et c'est là où je me suis dit, en vrai, ce que j'ai fait avant, tu vois, ça a porté ses fruits. Donc je suis sur la bonne voie de tout ce que je voulais accomplir, tu vois. Et pareil, on arrive en play-off, on se fait démarrer par l'équipe de l'Animal en plus, les Invaders. Moi, je fais une screen, je me fais déboîter par un backer, je crois qu'il s'appelait Steve Francis, il jouait aux Patriots en plus. Ah ouais. Et oh, il m'a mis, j'étais out. Lights out, Como, fumble. Retourner pour un TD. Non, heureusement. Mais pareil, tu vois, encore une fois, j'ai appris. Ouais. Tu vois, j'ai appris. Je me suis dit, plus jamais je me remets dans une situation comme ça, tu vois. Donc, même si je me fais boiter et tout, c'est le foot, certes, mais c'est mort. Tu lâches pas le ballon. Ouais, c'est mort. Je peux pas lâcher la balle. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu Covid, quoi. D'accord. Et c'était. D'ailleurs, c'est une question que j'avais pas prévue. C'est quoi le plus gros hit que tu as pris? C'est celui-là? Le plus gros hit que j'ai pris. Ouais. Tu dis, ouais, celui-là. En vrai, celui-là, encore. il était impressionnant dans le sens où. Moi, je l'ai pas vu, le mec, en fait. Ouais, c'est ça qui est, Tu vois, c'est quand tu vois pas. Et en fait, je m'étais pas préparé à me dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer sous les blocs. Parce que quand tu te prépares, c'est un peu plus différent. Mais je m'y attendais pas. Mais en soi, le plus gros hit que j'ai pu avoir, ça se joue entre celui-là et un que j'ai dû prendre l'année en J3. C'était contre les Météores. Okay. Pareil, même principe, Sim. Moi, je pensais que j'étais tout seul, détendu. Et là, le safety, donc du coup, la balle, je ne l'ai pas catché. Hein. Mais en fait, il m'a tapé, passe incomplète. Moi, je me relève déjà et je me dis, putain, le bâtard. Et je regarde, je cherche c'était qui. J'ai vu qui c'était, j'ai dit, je l'aurai au prochain match. Et je l'ai eu au prochain match puisque j'ai marqué un TD sur sa gueule en plus. Donc du coup, c'était mieux. Là, du coup, à ce moment-là, tu te dis plus jamais je trottine pépère dans la sim, tu vois. Ouais, non, plus jamais. Je me dis en fait, il faut que je me prépare tout le temps à avoir en fait t'es sur un hit ou quelqu'un. Et pourtant, c'est pas les premiers, c'est pas les premiers ni les derniers que j'ai pris, tu vois. Donc du coup, voilà. Et tout ça, c'est arrivé entre des périodes où je pensais déjà comme ça, mais là, je m'étais dit non, faut pas que je me relâche en fait. Seul ou pas seul, tu vois. Donc du coup, voilà. Et c'est marrant, là, du coup, tu perds contre l'Animal et tout. Il est en face. Lui, il m'a dit, j'ai fait son interview. Il m'a dit, moi, une fois que je suis arrivé en Allemagne, j'ai plus perdu un match. Il m'a dit, moi, j'ai tout gagné, toutes les compétitions. Ils n'avaient plus de compétitions à me donner que je n'avais pas gagné, tu vois. Parce qu'il était au New Yorker quand il cartonnait et tout. Même à Berlin, il avait commencé Berlin Adler. Ensuite, après New Yorker, quand il était à New Yorker, ils étaient incroyablement chauds. Hein. Ah non, ils étaient chauds. Ils étaient chauds, faut pas mentir. Ils étaient chauds. Même l'équipe qu'ils avaient aux Invaders, tu vois. C'est dommage qu'ils aient pas gagné le titre cette année-là, mais pareil, ils étaient très chauds. Ils avaient une équipe, elle était stack. Hein. Ouais. Et tu as joué avec Kyle Kitchens, du coup. Ouais. Alors, explique-moi comment. Lui, c'est un animal aussi ou... C'est un animal, mais il pourrait être beaucoup plus fort. Ah ouais. Ouais, il est déjà chaud, mais vraiment, il est très fort. Mais. En vrai, s'il avait une meilleure éthique de travail, je pense qu'il serait encore mieux, tu vois. Après, aujourd'hui, je sais pas parce que je suis pas dans son équipe. Mais ouais. Mais déjà, même à l'époque, il était plus affûté, tu vois. Mais il était vraiment fort. Genre, il pouvait jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais. Et il avait vraiment de la force. Ouais. Lui, c'est un gars sympathique. Hein. De temps en temps, sur les réseaux, on se titille. Ouais, Kyle Kitchens, c'est un bon gars. Moi, à chaque fois que je le vois, c'est toujours bon délire. C'est bon délire. À l'extérieur du terrain ou même sur le terrain, tu vois. C'est l'un des seuls mecs avec qui on peut se chambrer. Il sait comment je suis, il sait que je vais rester sérieux, mais on peut chambrer toujours dans la bonne humeur, quoi qu'il arrive, tu vois, donc ça va. Ouais, moi je le chambre des fois sur les réseaux et tout. Il dit, ouais, on est prêt là, je suis chaud pour jouer Paris et tout. Il a trop envie de vous voir, ah, les gars. Ouais, j'adore. Mais je crois que de toute façon, ils sont pas dans votre division, ça c'est sûr. J'aurais bien aimé par contre. Mais moi aussi, j'aurais bien, juste pour voir le match-up. Mais après, en play-off, qui sait, hein? Qui sait, hein? J'ai dit en playoff, on t'attend. Alors que moi, je ne veux pas jouer. C'est vous qu'après, assumez derrière pour moi, les gars. Moi, je suis là, je le titille, mais assurez-moi, les gars. Non, en vrai, c'est un bon gars. Franchement, il faut le dire, c'est un bon gars. Et donc, du coup, tu fais combien d'années à Potsdam? Bah, pareil, c'est juste, je fais quelques mois. Je fais la fin de saison et puis après. Mais tu as rejoué une autre saison avec eux ou pas? Bah, à la base, j'allais signer à Francfort, en fait, pour rejoindre des gars qui étaient à Potsdam. On allait jouer ensemble en JFL en 2020. Covid arrive et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, ok. Ouais. Et dis-moi, tiens, parce que moi, je suis un gars qui connaît un petit peu l'Allemagne, hein, vite fait. Quand tu arrives de Paris et que tu vas à Ingolstadt, parce que Ingolstadt, il faut savoir, c'est en Bavière, mais c'est pas Munich, tu vois, Ingolstadt. Comment tu le vis?
Même si t'es pas resté longtemps, tu vois. Mais... En vrai, moi, j'aimais bien. Hein. Je suis pas, tu sais, je suis pas le mec de la ville qui dit ah, je peux pas aller genre à la campagne sur un truc là. Non, enfin, c'est pas, j'allais pas vivre là-bas en réalité, tu vois. Donc ça me dérangeait pas. C'était spécial, mais ça me dérangeait pas. Et surtout, ça m'a permis de voir un autre côté de l'Allemagne, tu vois. Et en vrai, je pensais qu'ils allaient pas être si accueillants que ça, mais en vrai, c'était grave accueillant parce qu'en gros, nous, on habitait dans une maison où ils coupaient, où à la base, derrière, tu avais un hangar où, avec des bûches, en fait. Et c'était vraiment un petit village. Et en vrai, j'avais kiffé de ouf. C'était loin de la ville, c'était calme. T'avais la petite supérette qui était à côté, t'avais l'église du village qui était là-bas. En haut, t'avais les petites collines, t'avais un lac qui était derrière, avec un paysage. Ah, c'est vraiment magnifique à la intéressant. Bavière. Franchement, c'était bien de fou. Magnifique, hein. J'avais kiffé. Et puis même au centre-ville. Le centre-ville, par contre, il n'est pas ouf du tout. Le centre-ville, par contre, j'ai pas trop aimé. Il y avait un endroit que j'aimais bien, mais sinon, le reste, c'était pas trop ça. Il y avait pas mal d'étudiants. Après, les gens, ils étaient beaucoup plus curieux. De savoir d'où je venais, qu'est-ce que je faisais ici, etc. Mais de manière bienveillante. Alors qu'à Potsdam, c'était l'inverse, genre. Et j'ai appris plus tard que Potsdam, c'était une ville un peu... voilà, quoi. Genre, tu sais, tu prends les transports, tu sens des regards malveillants sur toi, un peu relou, tu vois. Donc, mais après, Potsdam, je m'en foutais royalement, mais bon. Potsdam, c'est l'ancienne Allemagne de l'Est. Si je dis pas de bêtises, c'est Si pas je loin de dis pas- Berlin. C'est ça, donc c'est C'est à forcément 20 minutes, 20 c'est l'ancienne minutes, Allemagne 30 de minutes. l'Est, donc tu sais, c'est pas les Ouais. régions les plus développées Non. de l'Allemagne. tu Et vois. c'était une ville de vieux, il y avait pas mal d'étudiants, mais en vrai, il y avait beaucoup plus, il y avait pas mal de vieux, en tout cas, de ce que je voyais. Mais après, c'est quoi? C'est 20 minutes en transport, 20-30 minutes en transport de Berlin. Donc après, moi, quand on n'avait pas entraînement, moi, c'était la salle, et puis après, je faisais ma vie, je me baladais un peu à Potsdam, et parfois, j'allais passer des journées à Berlin, donc tranquille. Ouais, Berlin, par contre, ça c'est autre chose, c'est cosmopolite, c'est un autre délire. Mais moi, moi qui ai vécu dans un petit patelin aussi, mais en Bavière, mais moi c'était plus du côté de l'Autriche, j'étais vraiment à côté de l'Autriche, c'est-à-dire que je recevais le réseau autrichien parfois de temps en temps, tu vois, sur mon téléphone. Et, mais pareil, c'était un petit patelin, ville étudiante, mais il n'y avait pas de noirs là-bas. On était peut-être 2 noirs de toute la ville. Mais par contre, c'est vrai que les gens ils s'intéressaient à moi, mais de façon bienveillante, comme tu le disais, pour savoir d'où je venais, etc. Et quand je leur disais, bon, je viens de Guadeloupe, machin, ah, c'est où, machin, ah, c'est dans la Caraïbe, ah, ok, c'est cool, machin. Tu vois, ils s'intéressaient un petit peu dans ce style-là. J'ai jamais eu, pour le coup, en Allemagne, j'ai vécu 1 an là-bas et j'ai travaillé aussi à Munich pendant 3 mois, enfin en stage. Jamais eu de soucis. Tu vois, un peu pour casser un petit peu les clichés sur qu'on peut avoir sur l'Allemagne. Même si tu me dis qu'à Potsdam, mais c'est l'ancienne Allemagne de l'Est. Tu vois, c'est parce que c'est l'ancienne Allemagne de l'Est. Tu vois, c'est différent, c'est encore aujourd'hui beaucoup plus pauvre que le reste de l'Allemagne. Attention, Potsdam, c'était riche, hein. Ah, j'ai vu des ouais maisons. Ah ouais. C'était pas mal. Berlin, il y avait plus d'endroits, on va dire, moins développés qu'à Potsdam. Hein. C'est pour ça que je disais, Potsdam, c'est vraiment... c'est pas grand, mais il y a quand même... ils ont des sous, hein. Ouais, ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Ouais. Ok, mais moi je te parlais vraiment des... Après, je ne sais pas les immeubles, hein. Moi j'ai vu encore des reportages sur des immeubles, vraiment à l'époque, vraiment des immeubles soviétiques, gris, moches, le truc qui ne donne pas envie d'y aller, quoi. C'était ça, quand je dis pauvre, mais dans ce sens-là, tu vois, pauvre aussi, c'est pas... Mais à Potsdam, non, il n'y en avait pas tant que ça, il y en avait plus à Berlin, vraiment, Ok. que Après, tu qu'à as aussi les Potsdam. deux Ouais. Berlin aussi, tu vois. Ok. Et donc, tu arrives en ELF. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça s'est fait ça aussi? Ça s'est fait durant le Covid, durant le lockdown. En gros, vers la fin, le head coach, coach K, il m'écrit, ouais, tu fais quoi la saison qui arrive? Moi, je voulais arrêter. Je dis, ça m'avait saoulé, j'avais pris du poids, je dis, franchement, les gars, c'est KO. Et en vrai, il m'a dit, écoute, moi, je te dis, l'équipe qu'on devait faire en 2020 pour Francfort Universe en JFL, en gros, on va la faire pour le LF. Donc il y avait Maungu, Mamadou, Shekou, Guéna, Kill plutôt, et d'autres joueurs comme Coupe, qui avait fait un passage à Jacksonville Jaguars, Omari Williams, tous ces gars-là. Donc il y avait vraiment une équipe qui se préparait. Et il m'a dit en gros, tu viens une année, on gagne un titre, et puis tu t'arrêtes quoi. J'ai dit, vas-y, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Et c'est là, j'ai contacté Arnaud Vidaler avec A3. Je dis, vas-y, moi, je vais me préparer pour ma saison.
là, je suis pas in shape du tout, faut qu'on y va. Donc, avant que les salles ouvrent, j'avais commencé déjà un peu à me remettre en forme. Et puis après, j'ai enchaîné. J'ai raté les 2 premiers matchs parce que je suis resté en France pour finir une formation. Et une fois que fini, ben, je suis parti là-bas et puis ça s'est fait, quoi. Et c'est bien que tu parles d'Arnaud Vidal. Alors tu dis A3, c'est son all-around athlete, là, son programme, c'est son entreprise complètement qu'il a lancé. Quand, je ne sais plus, mais il a lancé son entreprise où en fait il prépare des athlètes physiquement à la saison de sportive sur laquelle ils vont enchaîner après. Saison et durant la saison aussi. Et durant la saison aussi, d'accord. Et d'ailleurs, il y a un super reportage à aller regarder, encore une fois, à chaque fois que je fais une interview, je la place, sur Arnaud Vidal et son entreprise, A3. Je crois que c'est l'Avenir. Alors, sur YouTube, L'avenir nous appartient, je crois que c'est ça. L'avenir nous appartient, allez checker l'interview. Le reportage, il est intéressant, super intéressant. Il nous parle un peu de son parcours, etc. Où il a appris tout ce qu'il a appris. Il est parti aux États-Unis se former, etc. Il ramène ça en France. Et c'est super important qu'on ait des gens comme ça aussi qui ramènent les connaissances qu'ils vont chercher aux États-Unis, dans le vivier de la connaissance sur le travail physique, le foot US, etc. Et qu'ils l'emmènent ici en France et qu'ils fassent bénéficier aux athlètes. Je sais qu'il y a Amir, je sais qu'il y a toi, et il doit y avoir forcément d'autres joueurs, un tas d'athlètes qui doivent suivre. Et en plus, il donne des conseils spécifiques sur son application. Donc c'est vraiment, allez checker si vous avez les moyens de le faire. Ok, donc tu arrives en LF, saison avec les Frankfurt Galaxy, vous gagnez. Vous gagnez, premier titre, première saison, premier titre. Ça, tu le vis comment de gagner un titre européen sur ce qui est à l'époque une ligue qui est un petit peu encore méconnue? Moi, je le vis archi bien parce que déjà cette ligue, c'est plus ou moins tout ce qu'on a toujours voulu quand on était plus jeune. Parce que moi, quand j'avais commencé, la NFL Europe, je crois que c'était arrêté en 2007 ou 2008. Et j'en avais eu des échos, je regardais des vidéos et tout. Je me suis dit, ça serait lourd quand même que ça arrive. Et qu'ils remettent le nom Frankfurt Galaxy, qui était une franchise justement de la NFL Europe. De se dire qu'on était contre les Hamburg Sea Devils, qui était aussi une grande franchise de cette ligue-là. Et on se retrouve en finale, concrètement les 2 meilleures équipes à ce moment-là. Et faire ça sur une grosse scène européenne, franchement, j'en ai connu des gros matchs, tu vois. C'était la même ambiance plus ou moins qu'on avait quand on était à Wrocław en 2017 pour les World Games. Okay. Et là maintenant, c'était quasiment à tous les matchs. Donc du coup, non, c'était archi lourd. Et puis en plus de ça, je marque un TD qui était quand même crucial pour le comeback qu'on a fait lors de cette finale-là. Et pour moi, c'était énorme parce que je voulais pas continuer. Je voulais m'arrêter. Tu t'étais dit que c'était ton dernier match. Voilà. Et j'ai repensé à tout le travail que j'ai fait durant la off-season, tout ce que j'avais pu faire avant quand j'étais au Flash, quand j'étais passé aussi par la GFL, tous les coachs que j'ai eu, tous mes coéquipiers. Et j'avais eu énormément de soutien de gens que je connaissais qui regardaient de loin, tu vois. Et je m'étais dit, en vrai, si je peux être l'un des premiers Français avec Anthony, l'Animal et Chekou à gagner le LF, franchement, si on veut marquer le coup, c'est maintenant, tu vois. Et si moi, je veux prouver que je suis l'un des meilleurs, si je ne suis pas le meilleur, mais l'un des meilleurs à ma position, eh ben, c'est la scène parfaite pour le montrer, en fait, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, je suis pas... Moi, je suis toujours jamais été un mec à stade, tu vois. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand les matchs sont importants, si mon numéro est appelé, je peux pas bégayer. Il faut que je me représente moi, les personnes qui m'ont coaché, mes gars, j'ai pas... Parce qu'il y a quand même des gens qui regardent. Il y a ma famille qui regarde. Tu représentes le nom que tu as dans le dos aussi. Tu vois. Avant tout, c'est mon nom que je représente. Tu vois. Et je ne peux pas me permettre de faire ça. Et tu vois, ce genre de mentalité-là, c'est une mentalité que j'ai développée quand j'étais au Flash. Quand j'étais avec les anciens. Grande dédicace surtout à Michael Doucouré. Parce que c'est un mec à... J'ai beaucoup appris en l'observant, surtout sur l'aspect mental. Et comment dire, physiquement aussi par rapport quand t'as mal quelque part, faire la différence aussi entre avoir mal et tout. Et il fait partie des gens en tout cas qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui, mentalement en tout cas, je suis là où je suis aujourd'hui. C'est pareil avec Arnaud Mboucha, tu vois. C'est pas mon gars sûr pour rien, tu vois. Et j'ai beaucoup appris avec ces deux-là, parce que d'autant plus ils sont plus âgés que moi, tu vois. Et j'ai beaucoup appris avec eux dans les moments durs comme dans les moments de joie, tu vois. Et franchement,
Arrivé là à la scène, j'étais obligé. J'étais obligé de faire ça. En plus, il y avait ma mère dans les gradins. Ah ouais, en plus. J'étais mort. Ah ouais, non, tu peux pas, non, la daronne est là, tu peux C'était pas. mort. Et puis même, hein, même si elle n'était pas là, Voilà, tu vois, c'est- quand tu arrives en Oui. finale, Mais c'est un plus. voilà. C'est Mais un quand peu- tu arrives en finale, tu es obligé de performer. Une finale, tu la joues pas pour y participer. Non, c'est ça. Une Si finale, tu es ça se content gagne. pour être en finale, c'est bien pour toi. Non. Une finale, tu la gagnes, tu vois. C'est ça. C'est rien d'autre, c'est tout. C'est ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Je suis assez d'accord avec toi. C'est la mentalité. Tu n'arrives pas en finale, tu n'arrives pas bataillé pour arriver là, pour dire, ah, c'est cool en fait. Non, 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 c'est rien de pire de perdre une finale en fait. Je préfère limite perdre avant. Ça n'a rien d'arriver en finale pour perdre. Moi, j'arrive en finale pour gagner en fait. Non, non, je comprends. Du coup, tu passes 3 saisons à Francfort. Donc les 2 autres saisons, elles se passent comment pour toi? La deuxième était compliquée, hein, parce que on re-signe plus ou moins les mêmes gars, on perd des joueurs clés, on en signe d'autres. Jake, il se blesse début de saison. On joue avec un backup qui a raté tous les entraînements. Donc, et malgré ça, on était quand même pas loin de performer, donc c'était compliqué de fou. Mais par contre, moi, de mon côté, malgré tout ça, je me dis, j'ai un travail à faire. Je suis un import. J'ai quelque chose, je dois faire mon travail, je veux pas qu'on me reproche quoi que ce soit et tout. Donc un peu compliqué, mais c'est là où je prends un peu plus un pas vers le leadership, vocal en tout cas, vocalement parlant. Et ça se passe plutôt bien, malgré des problèmes que j'ai pu avoir, tu vois, internes, mais rien de fou. Mais en vrai, non, ça se passe plutôt bien. Et puis la troisième saison, ben, pareil, on retourne en play-off, parce que la première, la deuxième, on va en play-off, on perd. Contre Renfire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et troisième, ben, pareil, on retourne. Non, c'était pas contre Renfire qu'on perd. Non, parce que je pense que le Renfire à l'époque, c'était pas si bon que Non, ça. et je crois qu'on avait même raté les playoffs en fait. Je crois qu'on avait raté les playoffs pour une histoire de goal average. Mais par contre, c'est une saison où moi, les équipes autrichiennes, je m'étais amusé parce que le premier match contre Vienna, je fais un bon match. Deuxième à la maison, moi j'avais dit qu'on perdait contre eux parce qu'on n'avait pas Jack. Jack il revient, on les lave à domicile. Raiders, j'ai raté le match parce que j'étais blessé. Ils reviennent à la maison, 2 TD dans leur gueule. J'ai dit, hey. Tu vois, en fait, c'était là où je me disais, tu vois, j'ai mis mon jeu, il suivait ma bouche, tu vois. Je disais pas des trucs pour rien, en fait. Et c'était cool. Et troisième saison, bah écoute, donc la deuxième, on va pas en playoff. Et la troisième, on va en playoff. Berlin, pareil, TD, quasiment le même TD que j'avais marqué en 2011. Pareil. Et celui-là, tempête, personne ne me rattrape, c'était mort. Parce que j'ai dit, pareil, ici, ils s'alignent comme ça, je les arrache. Il n'y a personne qui va me rattraper. Ce qui est arrivé. Et puis, on va en demi-finale contre Renfire et on perd. Donc, du coup, voilà quoi. C'est des années bien, mais difficiles. Ouais. Mais dis-moi, là, la troisième année à Francfort, il y avait déjà Paris. Il y avait Paris, ouais. Et pourquoi tu n'as pas signé à Paris cette année-là? Parce que j'avais pas envie, je voulais voir déjà ce que ça allait donner la première année, discuter avec les joueurs, et ça j'en avais parlé déjà aux joueurs et même au head coach à ce moment-là. J'en parlais avec eux, je dis en vrai, moi je vais encore faire une année à Francfort, ensuite on verra ce que ça va donner. Et j'avais envie de jouer aussi contre Paris, un peu, tu vois. J'allais jouer contre des gars avec qui j'ai joué au Flash et tout. Donc, Et que tu as coaché aussi, certains. Ouais, que j'ai coaché, donc du coup c'était le bon moment pour se rentrer un peu dans la gueule, tu Là, vois. Là, il y avait des comptes à régler. Là, il n'y a pas, même pas de compte à régler, mais là, il n'y a pas de restriction. Là, tu peux venir me quêter s'il y a besoin de me quêter. Tu vois, ce genre de truc-là. Donc, c'était sympa et c'était bien, en vrai, je ne vais pas te mentir. Et j'avais encore plus kiffé le retour à la maison quand j'avais joué à Francfort et qu'on gagne sur le field goal là, tu vois. Mais non, Deux non, matchs, c'était un deux retour matchs sympa. serrés contre. Enfin, serrés. Le match à Francfort, un peu Il était moins serré. Moins serré. Mm. Mais en fait, alors moi, je suivais l'équipe déjà à l'époque et ça ne se joue pas à grand-chose à chaque fois. On voit qu'il y a un manque d'expérience du côté de Paris. Et puis, il y avait aussi Rhys Horn. Aussi. Ouais. Déjà aussi, ça aide pas. Hein. Quand tu as un mec comme ça qui est receveur de l'autre côté, compliqué à contenir un mec comme lui. Et il manquait pas grand-chose à chaque fois à Paris pour passer le pas. Et c'est pour ça que cette année-là, c'était vraiment l'année de la frustration. Après, c'était la première année aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils finissent 6-6. On finit 6-6 avec un bilan neutre. Et l'année d'après, par contre, tu dis, bon, ok, c'est bon, j'ai vu Paris, ça a l'air d'être sérieux, je signe, c'est ça? C'est pas que ça a l'air d'être sérieux, c'est déjà à Francfort, la raison pour laquelle il ne m'avait pas re-signé, moi j'ai trouvé qu'elle était stupide.
Donc du coup, Paris m'a contacté. Enfin, Paris m'a recontacté et j'ai discuté, je parlais avec le coach. J'ai dit en vrai, ben là, écoute, avec Francfort, ça ne va pas se refaire. Moi, je suis chaud, tu vois, mais maintenant, il faut me dire comment ça va se passer. Et en soi, j'avais parlé avec beaucoup des leaders de l'équipe déjà. Et je m'étais dit, vas-y, en vrai, s'il y a un moment pour venir à Paris, c'est maintenant, tu vois. J'ai eu l'opportunité de pouvoir repartir à Francfort parce qu'ils m'avaient recontacté. Et après, moi, j'ai toujours eu ce code d'honneur-là pour moi depuis que j'ai joué en JFL. J'ai dit, si je donne ma parole à une équipe, je ne vais jamais revenir dessus. Genre parce qu'après, ça fait, le mec qui change toujours d'avis, ceci, cela. Tant pis. Je reste sur mon choix, je donne ma parole et j'y vais. Et en soi, je savais déjà qu'Anthony il allait revenir parce qu'on en avait parlé dès la fin de la saison. Et on avait bien discuté et je dis, vas-y, let's go, c'est le moment, tu vois. S'il y a un truc à faire, c'est là en tout cas. Parce que l'année d'avant, ils étaient plutôt bien déjà. Donc, Mais l'année d'avant, il n'y a pas eu les pressions des camarades. Tu sais, l'animal, lui, il a signé, il y avait Dooms, il y avait du monde déjà, des gens que tu connaissais, il y avait Stanley aussi. Ils n'ont pas dit, ouais, viens, s'il te plaît, gros. en vrai, non. Non, et c'est ça que j'aime bien avec les gars avec qui j'ai joué, que j'ai pu coacher, etc. On laisse chacun suivre son chemin en vrai. On te parle. Et après, on discute et tu te dis non, en vrai, tu lui donnes tes raisons, tu n'es même pas obligé. Hein. Mais ils comprennent. Tu vois, ils comprennent et ils se disent, vas-y, ça se fait pas là, peut-être la saison prochaine, tu vois. Et non, il y a des vraies discussions, pas de pression de la part des gars, tu vois, mais on laisse chacun faire son chemin et puis quand le mec il va revenir, tu vois. Après, la vie elle continue, on est tous des compétiteurs à la fin, tu vois. Sûr, bien sûr. Et on s'était dit, ben écoute, il n'est pas là, je suis pas, on sera compétiteur sur le terrain, tu vois. Bah ouais, après, tranquille. Ok, donc du coup, tu arrives quand même finalement à Paris. Et la première fois, c'est pas la première fois que tu jouais à Paris, du coup, en pro, mais la première fois que tu joues à Paris sous les couleurs parisiennes. Ouais. Ça te fait quoi d'aller à Jean-Bouin et te dire, ouais, là maintenant, je représente ma ville, dans mon équipe, dans ce stade. Ça t'a fait quoi, vraiment, ce premier match à Paris à Jean-Bouin? C'est retour à la maison, quoi. C'est retour à la maison. Ça, pour moi, c'était important que les gens qui m'ont vu grandir, que ce soit des gradins à côté de moi, qui ont vu ma progression, c'était important pour moi de revenir et de leur montrer qu'en fait, voilà le joueur que je suis devenu. Maintenant, je suis au service de la ville, là où je suis né, avec des gars que je connais depuis plusieurs années, avec qui j'ai joué, gagné des titres, perdu des matchs, etc. Et maintenant, on est sur la plus grosse scène européenne de foot chess. Maintenant, il est temps de faire le travail. Voilà. Et la saison, elle se passe plutôt bien. Hein, bilan de 10 victoires, 2 défaites. 2 défaites, bon, toujours contre la même équipe. Voilà, contre le Rheinfire, hein, qu'on a du mal à. On n'a toujours pas tapé. Bon, j'espère que là, cette année. Et je l'annonce. Alors tiens, voilà, je l'annonce. Tu n'es pas obligé de l'annoncer. Hein. Non, mais c'est toi qui es responsable de ce que je suis suis responsable de ce que je vais dire là pour l'instant. À l'instant. On va taper le Rheinfire à domicile. Premier match le samedi 17 mai à 17h ou à 16h, je sais pas. C'est lui qui est responsable. Je suis responsable, mais moi je le suis dis. juste concentré sur mon travail. Non, mais voilà, c'est une équipe qu'on n'a pas toujours pas réussi à battre. Et vous arrivez quand même, je dis vous, alors, moi je suis dedans aussi. Hein. On arrive en play-off. Match de play-off à Valenciennes. Premier match de l'histoire des Mousquetaires en play-off. Toi, ce moment-là pour toi, ça représente quoi? C'est play-off, c'est let's go. On a passé la première étape de notre objectif. Maintenant, l'autre objectif, c'était d'aller jusqu'au bout et gagner le titre, tu vois. Ouais. Donc, Valenciennes, le match à Valenciennes, déjà, il était incroyable. Ouais. Les fans qui ont fait le déplacement, que ce soit les fans des Ravens ou les nôtres, c'était archi lourd. Je me retrouve à jouer contre un ancien coéquipier à moi, Wael Nasri, tu vois. Je me retrouve à jouer contre des mecs qu'on encense de ouf sur les réseaux. J'ai oublié son blaze, un D-line, archi jeune, bref. J'ai lu des trucs sur ça. Moi, pour moi, c'était vas-y, c'est go time. Ouais. Il est temps d'aller montrer de quoi on est capable, parce qu'apparemment, les gens pensaient qu'une équipe allemande qui nous retrouvera en play-off nous aurait certainement tapé. Sabré. Voilà. C'était pas le cas. Ouais, c'est ça s'est passé différemment. Et en plus, ce que j'aime bien avec ce match, c'est qu'il y a absolument tout dans ce match. Il y a les special teams, les retournements de situation, les changements de lead. Et puis il y a le scénario à la fin, ce drive.
qui est ouf. Faut savoir que dans le couloir, ça parlait aussi, dans le couloir. Donc ça avait chauffé déjà au moment de sortir. Ok. Et c'était qu'une motivation en plus. Ouais. Donc du coup, franchement, c'est pour ça que ce match-là, j'avais bien aimé parce que c'était un bon match de playoff, comme on aime, tu vois. Et ça, c'est cool parce que pour moi, on essaie trop de... En France, en tout cas, je trouve qu'on essaie trop de cadrer le foot US pour que ça paraisse noble, etc. Et le foot US, c'est un sport de bagarre. C'est la guerre. Il n'y a pas de... Tu me parles de noblesse, etc. On va mal se parler, on va se la foutre. Et après le match, si tout se passe bien et que tout le monde a été dans les règles, il y a du respect, tu vois. Mais c'est des gladiateurs qui vont combattre, ouais, en fait. comme il y a des gladiateurs, parfois ils ne s'entendent pas, tu vois. Et s'ils ne veulent pas se serrer la main, ils ne serrent pas la main. On n'a pas forcé les gens à être amis ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ce match-là, il était bien. Il y avait beaucoup de trash talk, beaucoup de changements de score. Le drive à la fin, tu vois. Il a duré 8 minutes, je crois. Ouais, donc... et pour moi, c'était un peu à l'image de la saison, tu vois. C'est que, vas-y, on perd, on a la balle. Bon, maintenant, il faut jeu après jeu. On construit. Ce qu'on a réussi à faire contre Munich et on a gagné une ticket pour la demi. Ouais, et franchement, j'étais au stade. C'est incroyable. J'ai vraiment... Je me suis senti à supporter, comme quand je supportais les Pats en finale AFC face aux Chiefs à l'époque, tu vois. Quand on gagne en playoff, en prolongation, je dis, ah ouais, putain, mais tu sais, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est la sensation que j'ai eue là, quand Chris il marque le TD et qu'il reste 40 secondes et qu'ils n'ont plus de temps mort en face. Et je me dis, mais en fait, là, c'est bon. En fait, on les tient, on va gagner ce match de playoff. Et c'était vraiment l'émotion. C'est incroyable, incroyable, les gars, ce que vous avez fait. Je ne sais même pas si vous réalisez en tant que joueur sur le terrain, la joie que vous donnez aux gens qui vous regardent en fait et qui vous supportent. Je ne sais pas si on réalise que vraiment, hein, on est investi, tu vois, même si l'équipe elle est jeune et le club il est jeune, mais quand on se déplace à Valenciennes, ils font de la route pour certains, notamment moi, on va regarder le match et qu'on gagne quasiment à la dernière seconde. Tu as une joie incroyable à ce moment-là. Est-ce que vous réalisez vraiment sur le terrain ce que vous procurez comme joie aux gens qui vous regardent? Sur le terrain, non, mais en dehors du terrain, un peu plus, oui. Parce que, tu sais, comme c'était diffusé par exemple sur Bein, après, tu as les réseaux, si tu vas faire un petit tour dessus, tu vois un peu plus l'engouement qu'il y a autour de nous. C'est à ce moment-là qu'on réalise, ouais, on va dans la bonne direction, tu vois. Mais après, maintenant, le piège, c'est pas de se faire avoir par tout ça, en vrai. Mais on s'en rend compte vraiment quand même de l'engouement qu'on a, encore plus parfois à travers les adversaires, les fans adverses, en fait. C'est vrai, vous êtes une bonne équipe, on vous aime bien et tout, parce que on joue dur. Tu vois, on a une identité. Et ça, je pense, c'est quelque chose que... Ça, je le remarque, par contre, ça, je le remarque, ça. En plus, la Red Company s'entend bien avec les supporters de Francfort. Ouais. Je sais que, voilà, les supporters de Francfort, ils sont bons. Ouais, c'est des bons fans. C'est des bons fans, mais franchement, ils s'entendent super bien. D'ailleurs, toujours un big up à la Red Company. Je pense qu'il y aura encore plus d'adhérents à la Red Company cette saison. Et vu qu'on va jouer au Stade Bauer, là, on va avoir une ambiance folle. Je sais qu'ils vont donner de la voix. Je pense que les attaques adverses vont avoir du mal à communiquer. Et c'est le but de toute façon. Mais franchement, ouais, on va avoir quelque chose de sympa cette année. Et en parlant de cette année, justement, Jack Del Rio a été annoncé. Déjà, avant Jack Del Rio, départ de Marc Mattoli qui surprend tout le monde. Toi, tu le vis comment? Tu te dis, bon, c'est la vie. Ouais, écoute, ça arrive. J'ai envie de te dire, tu sais que j'ai pris l'habitude au final de me dire, on ne gagne pas des masses, mais il y a un côté business en vrai. S'il part, c'est qu'il a ses raisons aussi, tu vois. Donc du coup, next man up. C'est ça. Après, Mattoli, moi je l'ai connu qu'un an, mais pour le peu que j'ai connu, tu vois, moi j'ai apprécié la personne, j'ai apprécié le coach. Maintenant, voilà, lui il avance, nous aussi on doit avancer en vrai. Après, moi voilà, le boulot qu'il a eu à Kennesaw State, je crois, ça doit pas être bien loin de chez lui, si j'ai bien compris. Donc tu vois, c'est compréhensible. Aux États-Unis, voilà, on ne peut pas lutter, même s'il était engagé à Paris, tu ne peux pas lutter contre là, ça va au-delà du foot, tu vois. C'est même personnellement, c'est mieux pour lui, tu vois. Donc on est content, moi je suis content pour lui qu'il ait un boulot aux États-Unis et qu'il puisse s'épanouir là-bas. Mais du coup, moi je sais que quand j'apprends Marc Mattoli qui n'est pas là, moi je me dis, oula, problème.
problème, et je devine, parce que je ne sais pas, je n'ai pas été informé, que à Paris, ça a dû être branle-balle combat, tout le monde a dû peut-être paniquer, je ne sais pas paniquer, mais en tout cas se mettre au boulot encore plus pour chercher un head coach, parce que comment signer des joueurs sans head coach? Et là, on arrive au mois de janvier, on annonce la signature de Jack Del Rio, un mec qui a gagné le Super Bowl en tant que coach, même si c'était coach de position, mais il a gagné le Super Bowl. Il a coaché l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NFL. Quand tu apprends cette nouvelle, tu te dis quoi? Let's go. Let's go. Ben, on a un head coach de grande qualité. Et maintenant, c'est à nous de faire le travail. Tu vois, c'est comme je te disais un peu avant, avant qu'on commence l'interview, tu vois, c'est que on a beau signer Jack Del Rio, qui est un sacré coach, qui va apprendre beaucoup à tout le monde, peu importe ton âge, ton expérience. Mais maintenant, le fait qu'il soit là, ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement être le champion, quoi que ce soit. Non. Après, c'est à nous de travailler. Il va nous donner les outils nécessaires pour. Et c'est à nous d'être investis, de faire les sacrifices nécessaires et de roll out. Let's go. Ouais, c'est ça. Ouais, Il n'y a que ça à faire, en fait. C'est ça maintenant. Et là, il n'y a pas d'excuses. Ouais. Là, il n'y a plus d'excuses, en fait. Tu vois. On a l'homme que plein de personnes voulaient pour cette équipe-là. Vas-y, maintenant, c'est à nous de faire le travail. De performer sur le terrain. Ouais. Et on en a parlé un peu en interview, mais dis-moi quel était ton premier ressenti, ton premier contact avec lui, comment ça s'est passé, comment tu l'as senti? En vrai, ça s'est bien passé. J'ai vu que pour avoir côtoyé des coachs qui étaient en haut niveau, comme la NFL ou la NCAA, alors tu vois que le mec, il est motivé, il a l'envie et il a une seule hâte, c'est de commencer en vrai, tu vois. Donc du coup, avoir un head coach de son ampleur, être motivé de vouloir créer quelque chose de fort à Paris, en vrai, il y a rien de mieux, tu vois. Et pour avoir discuté avec lui, pour des discussions qu'on a eues par rapport au foot ou la vie en général, les joueurs en France ou en Europe tout court, en vrai, moi je pense que ça va vraiment être électrique, hein, que ce soit pour Paris ou même pour le championnat en lui-même, tu vois. Le match contre Fire, ça va être... il y aura beaucoup, c'est ça en fait. Et c'est ça, et c'est là en fait où ça va plus loin, parce que là on est à un stade où on a vraiment deux mecs que certaines générations en tout cas ont connus, qui étaient en NFL, qui se retrouvent être coach en Europe. Et là tu vois, on commence à se retrouver un peu dans les mêmes délires qu'il y avait en NFL Europe. Et maintenant, pareil, c'est à nous de délivrer le spectacle. C'est bien que ce soit deux mecs comme ça qui sont en tête, mais maintenant, nous, les joueurs aussi, c'est à nous de remplir, de faire notre part du travail. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit Jack Del Rio, j'ai envoyé un message à Francis. J'ai dit Jack fucking Del Rio, Francis. Là, vous n'avez pas blagué. Là, c'est incroyable. Là, ce qui arrive, c'est on a un mec qui a été 2 fois head coach en NFL. Donc, il n'a pas été head coach une fois et hop, non. Il a été head coach longtemps en NFL. Il a été coordinateur défensif. Il a côtoyé les plus grands joueurs, certains des plus grands joueurs de l'histoire. Et il arrive dans une ligue qui est relativement encore jeune, hein, récente, pour transmettre son savoir. Mais c'est la chance qu'on a. Et même moi, quand je l'ai croisé, je l'ai interviewé, je tremblais. Après, c'est un être humain, il a 2 bras, 2 jambes, je me dis toujours ça. Hein. Mais il a côtoyé le Graal, en fait. Et moi, je trouve que c'est ultra important qu'il vienne ici pour déjà, vous, en premier lieu, parce que c'est les premiers qui vont être impactés par son savoir, c'est vous, mais pour la Ligue européenne, mais même pour le sport US en France, tout bêtement, en fait. Avoir cette vitrine-là, tu dis, chez les Mousquetaires, on a un head coach. C'est comme si, je sais pas moi, un coach NBA venait entraîner en Pro A. On ne s'imagine pas que ce soit possible. Mais bien là, c'est possible. Là, c'est fait, tu vois. Vous avez cette chance de le côtoyer. Et il vient avec son fils, Luke Del Rio, qui sera aussi donc, des changements à avoir au niveau du style. Est-ce que tu as déjà eu des échanges sur le style de jeu que vous allez pratiquer sur, Oui. J'en dirai pas plus. Oui. J'en dirai pas plus. Mais oui, on a déjà échangé et moi, personnellement, j'ai hâte. J'ai hâte parce que je sais que ça va me permettre aussi de développer mon football IQ, tu vois. De me challenger, de pouvoir passer aussi encore un autre cap. On peut toujours être meilleur.
peu importe ton âge ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est la meilleure opportunité qu'on puisse avoir là, Ouais, tu avec m'étonnes. un coaching staff comme ça. C'est ça, le coaching staff qu'on attend. Hein. Randy, si tu veux, voilà, qu'on puisse avoir un peu d'informations sur l'équipe, ça serait sympa. Ok, j'essaie de lui placer à chaque fois un petit peu. Je l'embête, je pense qu'il en aura marre de moi, je te jure. Hein. Au bout d'un moment, il va me bloquer, tu vois. Du coup, là, quels sont les objectifs pour toi cette saison? Individuellement, Les deux. les deux, collectivement déjà, c'est que qu'on soit meilleur déjà que l'année dernière en tant que groupe, que les nouveaux joueurs qui vont intégrer le groupe s'intègrent facilement et qui comprennent la mentalité de l'équipe. Surtout, c'est comme n'importe quelle équipe, tu vois, c'est aller chercher le titre. Mais pour ça, il va falloir être constant dans tout ce qu'on fait, à la pratique, être régulier. Donc moi, c'est ça que j'attends de l'équipe collectivement parlant, tu vois, et qu'on marque encore plus notre identité. Alors Paris, il y a une histoire, il y a un vécu. Quand on voit notre équipe, on est différent de toutes les autres équipes, visuellement déjà parlant, tu vois. Et moi, je veux qu'on s'impose, pas que visuellement, mais aussi sur le terrain, encore plus que l'année dernière. Et individuellement parlant, c'est pareil, hein. Faire mon travail. Faire mon travail. J'ai pas. Quelques pancakes par match, quelques Ouais, TD, voilà. voilà. En vrai, personnellement, moi, je veux toujours rester dominant sur le jeu au sol, sur mes blocs. Tu vois. Être plus impliqué, bien évidemment, sur les jeux de passe. Pour contribuer un peu plus aussi sur ce secteur-là. Parce que parfois, ça peut être un peu frustrant, tu vois. Moi, je demande pas, je suis pas le genre de mec qui a demandé le ballon. Mais je sais que avoir la balle, ça change la donne pour la défense. Et du coup, ils sont obligés de s'ajuster. Et en s'ajustant, eh ben, ça ouvre un dégât. Moi, je m'en fous, je peux me couvrir à deux. Il y aura toujours un de mes gars qui va être ouvert et il va falloir faire votre choix. Si vous choisissez moi, tant mieux. Si vous choisissez lui, tant mieux aussi. Tant mieux aussi. Tu vois. Mais ouais, c'est tout ça. Et être un meilleur leader que j'ai pu être la saison dernière, essayer de ne pas avoir de blessures, même si j'en ai eu qu'une, mais qui m'a fait manquer un match. Mais voilà quoi, c'est être un meilleur leader et aider l'équipe à aller le plus loin possible en faisant mon travail. Question qui va peut-être paraître bête, hein, mais tu préfères quoi? Vraiment faire un pancake ou marquer un TD? Ça dépend de la situation. Je préfère mettre un pancake pour un running back qui marque un TD. Ok. Excuse-moi, pas un running back. Ouais. Il y a eu un petit... Ouais. ouais, mais je préfère mettre un pancake pour un running back pour qu'il marque un TD. Ok. Genre, surtout si ça passe dans mon dos, c'est Ouais, encore mieux. là, ouais. Voilà. Mais après, oui, je suis jamais contre de marquer un TD. Non, Je on suis est un d'accord. mytho si je dis ça. On est d'accord. Mais en vrai, un pancake pour un running back qui marque un TD, Derrière. franchement, il n'y a rien. Je crois que l'année dernière, c'est contre Hambourg. Où tu déménages. Ouais, pour Zach. Je sais pas combien de joueurs. Ça en a plusieurs. Hein. Je me rappelle très bien, c'était le premier match de la saison. Ouais, c'est ça. Ouais. Le mec, c'est quoi l'entreprise qui s'occupe de la route là? Le mec, il a Balayage. déblayé le Bah, terrain. Après, allez-y. tu vois, c'est ça que l'autre chose que je disais pas, que j'avais oublié de dire quand tu parlais un bon tight end, pour moi, un bon tight end aussi, c'est un homme de main. Tu vois, c'est le mec, tu veux qu'il soit là pour mettre un peu des corrections à tout le monde. Tu vois. Genre, s'il y a un gars qui parle mal là-bas, t'inquiète, je vais m'en occuper. Il va être sur mon chemin à un moment donné, je vais m'en occuper. Et pour moi, un tight end aussi, c'est un bonhomme de main, tu vois. Sinon, tu sers à quoi? Juste à part recevoir des ballons et être un receveur comme un autre, ça sert à rien. Il faut que tu aies une plus-value, en fait, tu vois. Et pour moi, ça, il n'y a rien de mieux. Après, on va passer au quiz. Hein. Donc là, j'ai un quiz. Attention. Est-ce que tu as des projets? Quels sont tes projets pour l'après? L'après-foot? Ouais. Là, par exemple, j'ai commencé mon tight end clinic. Ouais. Donc, en gros, c'est l'entraînement individuel des joueurs au poste de tight end. Donc, j'ai commencé déjà avec un joueur, mais là, j'ai mis en pause parce que ma vie personnelle fait qu'il faut que je travaille beaucoup plus. Mais c'est un projet qui est là, qui va reprendre du service. Et c'est coaching individuel, mais c'est aussi faire des cliniques pour les clubs qui ont envie d'avoir justement, qui ont envie de coacher leur tight end pour qu'ils soient meilleurs. Et puis c'est ça, le projet en tout cas FootUS
que je prépare pour la suite. Donc n'hésitez pas à aller suivre Tiden Clinic. Sur Instagram, hein, notamment, et les Chevaliers d'Orléans, c'est notre équipe. Si vous voulez Tiden Clinic, Exactement, n'hésitez pas à me contacter. qui de mieux que le meilleur Tiden de France pour vous enseigner. Hein, les gars, faut pas déconner là. Mais du coup, voilà, c'est le plus gros projet. Et puis après, j'ai d'autres projets auxquels je pense, mais ça, on verra après la saison. Ok. Voilà. Je sais que toi, en équipe l'année dernière, tu as parlé d'être leader. Moi, du ressenti extérieur que j'avais de l'équipe, puisque je n'étais pas là forcément, dans le vestiaire, j'ai l'impression que s'il y avait vraiment 2 leaders que je devais sortir, il y avait l'animal d'un côté et toi. Toi, tu le prends, comment t'es venu ce rôle de leader? Il est venu parce que, en fait, tu as coaché des gars, il y a des gars, c'était petits, entre guillemets, tu les as coachés, c'est de par ton expérience. Comment ça t'est arrivé d'être ce leader, le gars que les gars ils regardent et qu'ils écoutent en fait? Tu parles au mousquetaire ou comment? Ouais, au mousquetaire. Au mousquetaire. Bah, en vrai, il est venu. Dès le premier jour? Non, pas dès le premier jour. Enfin, ça s'est fait naturellement parce qu'il y a beaucoup de mecs dans l'équipe avec qui j'ai pas joué, par exemple, qui me connaissaient pas personnellement, mais qu'on parlait beaucoup de l'extérieur. Et c'est des mecs qui m'ont beaucoup regardé aussi quand je jouais, parce qu'ils étaient plus jeunes que moi, donc ils ont vu des choses. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte, comme tu te rappelles, je te disais, quand j'étais parti en Allemagne, je me suis dit, en fait, ce que je fais, c'est dans la bonne direction. Ouais. Et en fait, en revenant à Paris, je me suis rendu compte, tout ce que tu as fait avant, aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et j'ai gagné le respect de beaucoup de gens, notamment des jeunes qui jouent aussi avec nous encore aujourd'hui, en tout cas plus jeunes que moi. Et ils ont vu mon parcours, ils ont vu ce que je fais sur le terrain, à travers les réseaux, etc. Et c'est ça qui a joué, je pense aussi. Et moi, je fais toujours en sorte de... Je me mets pas au-dessus des autres. Genre jamais. Moi, quand je parle aux gars, je me mets à leur échelle. Pareil, même quand on se parle avec l'animal et les autres leaders de l'équipe, on n'est pas au-dessus des autres. On se met à la même échelle, on veut tous aller au même endroit. Les gars, il faut qu'on bosse. Ce que tu demandes à l'autre, toi, tu es obligé de le faire. Sinon, ça sert à quoi? C'est juste tu parles, tu fais le mec, mais après, ça sert à rien. Tu leads par l'exemple. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je te disais. Généralement, je parle pas beaucoup. Genre, je parle, je dis ce qu'il y a à dire et ça peut être court comme ça peut être long. Et après, vas-y, on passe à autre chose et chacun fait son travail. On sait tout ce qu'on a à faire et on va dans la bonne direction, tu vois. Et tout ça, c'est fait parce que j'ai eu des mecs qui étaient là comme ça aussi pour moi, tu vois. Et j'avais juste envie de reproduire tout ça, mais maintenant à ma manière et à mon échelle aussi. Ok. Mais écoute, ça conclut la première partie de l'interview. Ouais. Maintenant, là, tu vas avoir la pression, comme tu ne l'as jamais eu. Là, je te préviens, là, maintenant, là, je te tiens au niveau de la gorge, là. Quiz. Connaissance foot US, NFL, D1 à élite. Oh ouais. Il y a plusieurs niveaux à atteindre. Le niveau le plus haut, c'est All Madden. Il y a 10 questions. Si tu me fais un 10 sur 10 ou un 9 sur 10, tu as le niveau All Madden. Il y a un temps pour répondre aux questions? Oh, je vais te laisser réfléchir quand même. Ok. Un point par bonne réponse, hein, bien évidemment. Ok. En dessous entre 7 et 9. Donc, si tu as 7 ou 8, tu vas être au niveau All Pro. Ok. C'est pas mal, All Pro. Ouais. All Pro. Ensuite, si tu es entre 5 et 7, donc si tu as, non, même pas, 4, 5, 6, tu vas être niveau Pro. Et tu es en dessous de 4, tu es niveau Rookie. Vas-y, let's go. C'est bon ou pas? Ouais. Bon, première question. Concernant ton head coach. Ouais. Là, je te mets dans la sauce direct. Moi, j'ai pas le temps. Moi, c'est pas mon problème, c'est le tien. Par quelle équipe Jack Del Rio a été drafté? Oh, attends. Je l'ai, ça. Si je te dis pas de bêtises... J'ai pas le droit d'indice sur celui-là. Tu peux, toujours, mais si je te donne un indice, tu perds un demi-point. Un demi-point, donc ça me fait 0,5. Vas-y, c'est pas grave. Donne. Équipe d'NFC Sud. NFC South. Ouais, attends, il y a qui là-bas? Il y a qui dans les NFC Sud? Alors, je vais te donner les équipes dans la NFC Sud. Il y a les Buccaneers de Tampa Bay, les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Panthers de la Caroline. J'ai la réponse. C'est les Saints. Les Saints. Bon, allez, ça te fait un demi-point. Un demi-point. Allez, on note ça. Hop. Un demi-point pour Kevin.
J'étais pas sûr, je savais que c'était NFC, mais je savais pas quelle équipe. Mais, ok, non, mais si tu me l'avais sorti cash, je me dirais, ah là, il est quand même prêt, tu vois, il est quand même prêt. Ok. Jack Del Rio a été drafté en 1985. Est-ce que tu peux me citer un joueur ultra connu qui a été drafté la même année que lui? Ouais. À la même position? Non. Non. C'est un des GOAT de la NFL, toutes positions confondues. Un des codes de la NFL. Toutes positions confondues. Je vais te donner un indice, mais je ne vais pas t'enlever le point parce que la question est chaude quand même. C'est pas un quarterback. C'est un running. C'est un joueur d'offense. C'est pas un running back non plus. Un des GOAT de la NFL. Tu penses son poste, tu dis ah ouais. Jerry Rice. Jerry Rice. Ouais. Jerry Rice. Allez, je te mets un point parce qu'elle était chaude quand même celle-là. Là, Jerry Rice au premier tour en 16e choix quand même. Les 16e. Ils l'ont attendu hein, pour le GOAT des GOAT. Ouais. Et Jack Del Rio pour info, c'est 3e tour. Deuxième ou troisième tour. En plus, c'était pas la même. Il y avait moins de tours avant en plus. Ouais, et il y avait moins d'équipes aussi. Il y avait moins d'équipes. Ok. Cette année-là, en 1985. Ça fait beaucoup de questions des années 80 là. Oui, mais après, t'inquiète, après, je passe à autre chose. Je te jure, c'est la dernière. Vas-y. La dernière. Qui est-ce qui gagne le Super Bowl 1985. face à nos Patriots? Hein. Déjà, je te le dis. Ah, c'est bon. Green Bay Packers. Non. Non, sérieux, c'est pas eux? Non, Ah, mais c'est non, l'autre. c'était plus tard ça. Ça, c'était plus tard. Ils sont pris une rouste en plus, non? Oui. Ouais. Oh. Les Saints? Non. Alors, je vais te donner un indice. Là, tu vas perdre le demi-point. Elle est considérée avec les Ravens comme la meilleure Ah, défense de Chicago l'histoire. Bears. Les Bears de 85 de ouais, Michael ouais. Singletary, Ron Rivera, etc. Jim McMahon en quarterback. Voilà. Et on a perdu contre eux. Ah ouais, c'était méchant. Mais en même temps, c'était notre premier Super Bowl. Hein. On était une jeune équipe à l'époque. Hein. Donc 0,5 points. Ça va. Ok. Là, je suis à 2 points là. Donc, tu es à 2 points. Pour l'instant, tu es carré. encore un rookie. T'inquiète, ça va aller. Alors, avant de devenir head coach des Patriots, Bill Belichick, Bibi, a été nommé head coach de quelle équipe? Jets. Oh, il n'est pas tombé dans le piège. Jets. Ah, ouais, là, Ah, il n'est pas tombé. Ah, lourd. Et je sais parce qu'il y a une histoire entre les deux. Ah là là. Ah, il n'est pas tombé dans le piège. Non, fort, fort. Ah, je pensais que tu allais tomber pendant tout le trajet là avec Mike. Je me suis dit, Ouais. il va tomber dans le piège. Tu pensais que j'allais dire les Browns? Je te jure. Non. Parce que je l'ai tourné avec. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. J'ai dit head coach et j'ai pas dit, tu vois, il n'a pas entraîné. Parce qu'en Ouais. vrai, il n'a pas entraîné les Jets. Il a juste été nommé head coach. C'est vrai qu'il est resté un jour. Ouais. Il a démissionné. Hein, sûrement parce qu'il a compris que les Jets, c'était n'importe quoi. Un mec, un visionnaire, ce Belichick quand même. Ah, lourd, tu me surprends. Et j'ai même envie de te. Tu sais quoi? Comme c'était une question piège, je te mets 2 points. C'est Let's gentil. go. Je te mets 2 points parce que c'était une question piège. En vrai, hein. Là, franchement, fort. Ok. Ton joueur préféré, Tom Brady. Drafté en quelle position? Alors, quel numéro, quel choix, combienième choix de draft? Oh, je sais pas, mais je sais que c'était au 6e tour. C'était au 6e tour. 199e choix, je crois. Oh là là, il est chaud, il est chaud. Je t'ai dit. Ok, on est là. Ouais, je pensais que tu allais finir rookie là. Vas-y, je suis déçu. non. Je vais forcer les questions là. Bon, là, je suis sûr que tu ne vas pas trouver. Luc Del Rio, il a joué pour quelle fac? C'était un ancien QB. Il en a joué pour plusieurs. On a 3, si tu me donnes une réponse, c'est bon. Alors, je peux déjà t'en donner 2. Oh, Il y a Alabama et Florida Gators. c'est vrai, il est passé aussi par Oregon State. Voilà, c'est ça. Lourd, bah écoute, tu vois, je vais fermer ma bouche. Là, par contre, si tu trouves, là, c'est chaud. T'es vraiment chaud de ouf. La D1 Elite a été créée en quelle année? Monsieur. La D1 Elite a été créée en quelle année? Ah. Ça n'a pas été créé en même temps que le Flash. Je dirais déjà c'est entre 1900. Attends. La D1 Elite, ça a été créé en quelle année? Je veux dire au pif, hein. 1982. Wesh, t'as abusé là. Wesh, t'as abusé là. Wesh, le mec. Wesh, c'est trop. ça Bah oui, c'est ça, bonne réponse. Abusé, le mec. Je sais que c'était dans les années 80, mais je savais pas quand. Non, mais là, c'est trop. Je savais pas quand, parce que je sais que le Flash, ils y étaient pas encore. Ils sont créés un peu plus tard. Wesh, 1990, excellent truc. Là, je suis choqué. Là, tu me choques.
Là, tu me choques. Putain, pas mal. Bien. Bon, déjà, tu ne seras pas rookie, je suis déçu. Je vais corser les questions. Prochain invité, sois prêt, hein, parce que les questions. Oula! Non, c'est trop facile, là, il se balade. Non. Moi qui pensais que j'avais fait des questions de ouf. Attends. Bon. T'as déjà eu un All Madden? Ben là, t'es le premier, t'es le tout Ah premier, ouais, là, je suis t'es le tout premier, premier, vas-y, là, let's go. t'es On met le la premier, barre là, haute. déjà, là. Là, les gens, après, ils ont la pression, tu vois. Comment s'appelle le joueur français qui a évolué, en saison régulière aussi, hein, chez les Patriots? Richard Tardy. Vas-y, je savais que c'était trop facile, ça. Ouais. En vrai, hein, je l'ai mis. En fait, cette question-là, je l'ai mise pour que tu aies un point, genre. Il était allé à la fac de Georgia. Ouais, Si je dis pas de bêtises. tout à fait, Ouais. tout à fait. Et tu vois, là c'était la question, genre, c'était la question facile pour que tu aies un point facile. Parce que je me suis dit, ouais, vas-y, je vais pas lui mettre les gens, il va avoir 0 point. Bah, Le j'ai mec, quand il même se eu un banane. point facile. Vas-y, va. Bon, dernière question. Le Flash de la Courneuve, équipe la plus titrée de l'histoire de la D1 Elite. Je crois qu'il y a 12 titres, 13 titres. 12 maintenant, si je dis 12. Ouais. Qui est deuxième? Oh, Aix-en-Provence. wesh. Bah ouais. Mais il abuse! Aix-en-Provence. On va le passer en contrôle antidopage, là! J'étais là l'année, je crois, j'avais regardé l'année où le Flash avait passé le record. Et je me rappelle qu'ils étaient toujours derrière. Les argots. Ouais. Ah ouais. Les mecs, et on va passer le test antidopage juste après, là, c'est pas possible que tu me sortes toutes les All réponses, Madden. là. Attends, All Madden, j'avais dit c'est 9 ou 10, hein. Bah, là, je suis sûr que j'ai 9. Alors, on compte. Alors, ça fait 0,5, 1. En sachant que j'ai un point 2 bonus points. sur la question de Belichick. C'est ça. Attends, j'ai oublié une question, excuse-moi, j'ai oublié une question. comme Ah, j'en ai par oublié hasard. une. Bon, attends, je vais te dire, c'est vrai, non, mais j'ai oublié une question, j'ai sauté une question. Mais pour l'instant, t'es à 2, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il a 9 déjà, là. All Madden, on t'a dit. Déjà, Allez, Ouais, donne j'ai pour mis que je 2. fasse un 10 là. Eh, vas-y, je Non, t'enlève un point, là. Tu es le rageux, là. Non. Bon, mais en fait, tu as déjà donné la réponse. Ça va être facile pour toi. En quelle année les Pats perdent leur deuxième Super Bowl? Alors, tu as dit que c'était contre les Packers. Ça, c'est vrai. C'était contre les Packers. De mais par Brett contre, Favre. l'année, je crois que c'est 1980. Commence pas là. 1998 ou 99? Oh, j'ai eu peur. Ou 97, non? C'est 97, je crois. Alors, on fait quoi? Je lui mets. Là, c'est 97 la bonne réponse. C'est 97, hein. Je lui mets le point complet ou je lui mets un Dans tous demi-point? les cas, je suis All Madden. Mais non, vas-y, t'as quand même dit 97. Ouais. T'as dit 97, allez. Donc là, ça fait 10 points là. Merci au point bonus. Merci au point bonus, mais de toute façon, Mais tu aurais même si été tu au l'avais 125. pas vu, j'aurais eu All Madden. Non, franchement, bah, Kevin, merci. Merci gros. All Madden, félicitations. Y'a pas de souci, t'inquiète. Et puis encore une fois, merci Kevin Mwamba Merci à toi. de nous avoir accueillis ici. Merci au Diable Rouge de Villepinte de nous avoir accueilis au siège. Et puis ben, on se donne rendez-vous dans la saison. Laissez des commentaires, abonnez-vous. TikTok, Instagram, Twitter. Je suis partout. Week One, Week NFL. Et puis ben, Kevin Mwamba, vous cherchez sur Instagram, c'est Kevin. Avec un 1,81. Voilà. Thailand Clinic aussi à suivre sur les réseaux. Et puis ben, en attendant, prenez soin de vous et sur ce, peace. Au revoir.